Est-ce que Mélenchon peut gagner la présidentielle? Alors Mediapart qui se pose une question sur Mélenchon peut-il gagner? Généralement ça commence pas très bien. Parce qu'on sait un petit peu ce qu'ils pensent des insoumis, généralement. On sait qu'ils aiment pas trop Mélenchon parce que la démocratie interne et qu'il parle trop fort et que de toute façon il aime pas les journalistes alors que nous on fait du super bon travail. Donc voilà, donc du coup Mediapart a fait un plateau pour se poser la question Mélenchon peut-il gagner la présidentielle? Et j'avais très hâte de réacter ça avec vous parce que j'ai vu beaucoup de gens s'énerver sur Twitter et je suis très curieux de savoir déjà quels intervenants ils ont invités, quelle est la teneur des discours qui ont été portés et quelle est bien évidemment la teneur de l'analyse. Puisque moi, en tant que néo-éditorialiste sérieux, diplômé de sciences politiques à Sciences Po Paris, attention, je touche un petit peu ma bille, j'en connais une ou deux choses d'analyse politique et j'aimerais la mettre au service de cette réaction, de ce react, où je vais donc juger de la solidité finalement de la teneur des débats qui auront été menés sur le plateau de Mediapart. Bref, allons-y, combien de minutes avant que les gens disent qu'il faut une primaire de la gauche? Allons-y. Manuel Cervera-Marsal, il est très bon dans le débat, tu verras. Cervera-Marsal, c'est celui notamment qui avait écrit un article dans Arrêt sur Image qui détaillait comment Mélenchon pouvait gagner, y compris la présidentielle, c'est-à-dire y compris le second tour. Et du coup, je crois qu'il est un petit peu invité sur ce plateau comme le mec qui va défendre la thèse que Mélenchon peut gagner. Et en face de lui, il va y avoir que des gens qui vont dire mais non, c'est une machine à perdre, il faut faire une primaire de la gauche. Pardon, je veux pas vous spoiler. Allons-y. Et si c'était lui? Depuis quelques semaines, une petite musique monte chez les insoumis. Et si c'était lui, ce sera lui! Bien sûr, mais aussi dans les médias, même ceux qui le diabolisent régulièrement. L'an prochain, en 2027, après 3 candidatures en 2012, 2017 et 2022, Jean-Luc Mélenchon, certes pas encore candidat, pourrait-il accéder au second tour de l'élection présidentielle? J'adore le certes pas encore candidat, mais on sait bien il est en campagne là, voilà. Se retrouverait-il dans ce cas à affronter Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Et dans cette hypothèse, pourrait-il gagner? Les avis divergent. Jean-Luc Mélenchon peut-il gagner l'élection présidentielle en ce jeudi 22 janvier 2026? Débat dans À l'air libre, l'émission de Mediapart, entre le sociologue Manuel Cervera-Marsal et le politiste Rémi Lefebvre. Politologue et militant politique, né à Lens. C'est un mec du Nord, comme par hasard. Spécialiste des partis politiques, du pouvoir local et des mobilisations électorales, notamment concernant le Parti Socialiste, dont il est militant à partir de 2002, dirigeant local avant de le quitter en 2018. C'est quand même souvent bizarre, les gens qui sont chercheurs spécialistes d'un parti dans lequel ils ont milité, mais bon, après, why not. Parcours. Son père est maire. Grandi dans une famille très politisée, titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'université Lille 3. Dans le mémoire, il est intitulé La Fédération Socialiste du Nord de 58 à 69, oui, globalement, la Fédération Socialiste du Nord quand mon père était enfant, quoi. Au moins, il a eu un bel accès aux sources. Prise de position. Affiliation partisane. Adhérent du Parti Socialiste depuis 1995, il le quitte en octobre 2018. Il rejoint la gauche républicaine et socialiste créée par Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel. Il s'oppose à la France insoumise sur les sujets de la politique extérieure, de la conception de la nation, de l'immigration et de la laïcité. Pourquoi qu'est-ce qu'il a contre la vision de l'immigration de la France insoumise? Parce que la France insoumise, c'est pas des radicaux sur la question de l'immigration, ils sont en mode régularisation pour les travailleurs sans papier, mais bon, il faut déjà être travailleur pour ça, donc c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il veut encore plus comme restriction sur l'immigration? C'est un droitard globalement, c'est un raciste un peu low-key, un raciste, et il est pas d'accord que l'islamophobie existe, I guess, j'imagine. Il critique l'évolution des positions du Parti Socialiste, considérant que sur le plan idéologique, le PS aujourd'hui c'est le vide. Pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2022, il appelle avec 800 autres universitaires à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il n'a plus d'engagement militant ni électif depuis 2020. Il est pour il milite pour la primaire de la gauche. Après, je sais pas s'il milite activement ou s'il milite juste sur des plateaux télé, mais bon. De 2002 jusqu'à 2018, membre des instances fédérales du Nord du Parti Socialiste, candidat aux élections régionales en 2004. Bon, globalement, c'est un apparatchik du PS qui a fait sa thèse sur le PS et qui défend le PS, quoi. Et maintenant, il est pour l'après, il est pour la gauche des losers, globalement. Manuel Cervera-Marsal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous connaissez très bien LFI, vous avez publié en 2021 Le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise. Il est là une somme sur le mouvement fondé et toujours dirigé de fait par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez depuis publié de nombreux articles sur LFI, notamment dans la revue Le 1 ou dans le média AOC, sur Mediapart aussi. On vous a interrogé et le 10 décembre sur le site Hors Série, où vous êtes éditeur et animateur. Vous avez publié cet article, il porte ce titre. Oui, voilà, c'était cet article que vous nous avez beaucoup partagé dans le Discord, vous vouliez grave qu'on le lise. Il était un peu long, j'avoue. Moi, j'ai lu un peu dans mon côté. C'est un peu un article qui dit, oui, globalement, Mélenchon, il peut gagner. La stratégie du trou de souris, la progression électorale qu'on a connue jusqu'ici, c'est une bombe en campagne. On sous-estime à quel point il peut faire une remontada, etc. Donc, lui, il est plutôt, je dirais pas qu'il est pro-insoumis, mais en tout cas, pour avoir écrit un
bouquin sur le populisme de gauche et tout. Il a l'air d'être un peu plus renseigné sur l'idéologie de la France insoumise, I guess. Je sais pas. Après, je sais pas ce que vaut son bouquin, j'avoue. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'en sais rien. Mais il a l'air de. Voilà, il est en mode, oui, Mélenchon va gagner. Rémi Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste. Voilà, c'est lui, le mec du PS. Son père, il était maire PS. Lui, c'est un apparatchik du PS. Il a passé sa vie. Et donc, c'est lui qui est pas d'accord avec la France insoumise sur l'immigration et la laïcité. Professeur à l'université de Lille, spécialiste des gauches, auteur notamment d'un livre qu'on voit s'afficher, Faut-il désespérer de la gauche, publié en 2022 aux éditions Textuelles. Et le même jour, le 10 décembre, vous avez aussi publié un texte, c'était vous dans Libération, il s'appelle Municipal 2026, le tournant communaliste de la machine insoumise. Ah, c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ce torchon. C'est en gros un article très nul sur le communalisme à la France insoumise. Je voulais vous le lire à un moment en live, mais au final, j'avais pas eu le temps. C'était en gros pour mal redire ce que la France insoumise théorise sur le communalisme insoumis, etc. Et pour dire que globalement, c'était encore une tentative d'avoir les Noirs et les Arabes des quartiers populaires. C'est quoi le communalisme? Le 13 février, on va recevoir Antoine Salles-Papou qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Mais le communalisme, en gros, c'est toute une théorie de l'échelon politique de la commune et de comment mobiliser politiquement l'échelon politique de la commune et notamment quelle attention porter à la question des réseaux, l'accès aux services publics, etc. En fait, comment politiser l'échelon de la commune et comment en faire un espace révolutionnaire. Et donc, c'est tout ce qui est développé justement par Antoine Salles-Papou, oui, des communes. Enfin, quand je dis la commune comme échelon, mais oui, les communes, voilà. Oui, toute la question des communs. Le Rojava, c'était le communisme. Ouais, en effet, quand on parle de communalisme, notamment de communalisme révolutionnaire ou communisme libertaire, je sais plus. Beaucoup d'exemples, notamment, c'est beaucoup théorisé par Murray Bookchin et le Rojava. Et donc, il y a une grosse filiation, on va dire, avec le Rojava dans les pensées du communalisme, etc., etc. Pour m'accompagner aujourd'hui, Sarah Benaïda du pôle politique de Mediapart. Salut. Salut Mathieu. Il y a une élection présidentielle l'an prochain et ce sera dans un moment crucial avec l'extrême droite qui se voit déjà à l'Élysée. Dans un contexte où Jean-Luc Mélenchon, son mouvement et son programme sont très souvent diabolisés dans les médias et les discours politiques, jusqu'à l'obsession même et la caricature. On verra des exemples. Une diabolisation et caricature que nous avons pointée dans les colonnes de Mediapart. C'est pas une diabolisation que vous avez pointé du doigt. Vous avez dit la diabolisation commence à fonctionner. Et le mouvement va être encore plus autoritaire. Parce qu'avec la diabolisation, ils vont être encore plus sectaires. On disait déjà qu'ils étaient sectaires, mais ils vont être encore plus sectaires. La diabolisation, ça marche. Alors oui, vous avez dit, oh là là, c'est pas juste, etc. Mais bon, de là à dire que vous avez dénoncé... Ah là là, mais comme d'habitude, hein, c'est vraiment... l'hypocrisie de Mediapart, c'est une folie. Hein. Contexte aussi où Jean-Luc Mélenchon et certains de ses lieutenants ont aussi parfois contribué à se diaboliser eux-mêmes. Ah voilà. Donc, ok, il y a une diabolisation médiatique. On a fait un article pour en parler tout en disant que de toute façon, ils vont être encore plus autoritaires et que c'est la preuve qu'il faut pas leur faire confiance. Mais aussi, c'est un petit peu leur faute. Hein. Ils ont qu'à pas être trop antisémites. Hein. Voilà. Ils ont qu'à pas être pro-palestinien, antisémite. Vive la proposition de loi de Caroline Yadan. Voilà. C'est... oui, bon victime blaming. Hein. Par une stratégie du bruit et de la fureur qu'il a dans le passé théorisé, un verrouillage, des purges internes. À chaque fois quand ils disent que Mélenchon a théorisé le bruit et la fureur, alors que c'est un truc qu'il a dit à un moment, et il a vu que les gens lui reprochaient, du coup il a dit bah ouais, why not. Alors ça devient une théorisation, d'accord. Alors qu'en plus c'est une rêve, machin truc. Non mais j'ai fait une rêve les gens, c'est une rêve, c'est pas une théorisation, c'est une rêve putain. Bref. Une recherche de l'hégémonie à gauche au nom d'une radicalité programmatique plus grande. Pogrammatique, quand on parle d'antisémitisme. Oui, il voulait dire programmatique, mais il a eu un léger lapsus, petit lapsus. Mais exprimé avec véhémence et conflictualité, on va dire, par certaines positions sur la justice, la corruption ou des sujets internationaux, par les mots employés et plus spécifiquement des déclarations ambiguës, voire imprégnées de stéréotypes antisémites de Jean-Luc Mélenchon et d'autres figures de LFI que Mediapart a pointé. A bien plus pointé que la diabolisation. C'est vraiment en mode, oui, on a fait le minimum syndical pour dire qu'il y avait une diabolisation médiatique contre Mélenchon, mais on a surtout fait plein d'articles pour pointer du doigt quand même à quel point Mélenchon c'est vraiment pas bien et qu'il se radicalise au nom de la radicalité du programme. Comme quoi, voilà, au nom de la radicalité du programme, il veut pas faire les noms de la gauche, parce que... Même si, nous l'avons écrit aussi, il n'y a rien de comparable chez lui ni chez les cadres de LFI aux saillies antisémites documentées pour l'extrême droite qui ont... Heureusement que vous l'avez dit, parce que vu le nombre d'articles que vous avez écrits sur les ambiguïtés antisémites de la France insoumise, on commençait à avoir un petit doute. Hein. Grand Prince, non mais...
Mediapart, c'est le juge et le parti. Il distribue les bons et les mauvais points, surtout les mauvais pour la France Insoumise. Voilà, pour la présentation. Voilà pour la présentation. Maintenant qu'on a bien rappelé qu'LFI était antisémite, même si c'est pas pareil que l'extrême droite, mais voilà. Donc, est-ce que Mélenchon peut gagner l'élection présidentielle, maintenant qu'on a dit que c'était vraiment un horrible monsieur à qui il faut quand même pas faire confiance. Manuel Cervera-Mersal, Rémi Lefebvre, quels sont vos liens d'intérêt avec LFI et les autres partis de gauche, s'il y en a? En somme, d'où nous parlez-vous, Rémi Lefebvre? Alors moi, je ne suis plus militant à un parti politique. J'ai appelé à soutenir Mélenchon à la présidentielle de 2022. C'est moi qui commence par dire je ne suis plus militant dans un parti politique, on sait pas lequel. Le Parti Socialiste, pourquoi tu dis parles pas? Et j'ai soutenu Mélenchon en 2022. Donc je suis presque un déçu du mélenchonisme. Je me sens plutôt proche du programme de la France Insoumise, mais très critique sur les pratiques démocratiques de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est important de le dire, moi je suis favorable à une primaire de toute la gauche pour désigner le candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc voilà, si je milite pour quelque chose en dehors de mes travaux de recherche, c'est pour un candidat unique de la gauche au premier tour. Moi j'adore les gens qui disent je me sens proche du programme de la France Insoumise, mais du coup dans quelle mesure tu te sens proche du programme si tu es prêt à laisser ta primaire de la gauche entre les mains de gens qui ne soutiennent pas ce programme? Les gens qui disent qu'ils se sentent proches du programme de la France Insoumise, je les vois comme Fabrice Lucchini. C'est j'aimerais tellement avoir la grandeur d'âme d'être de gauche, mais vous savez c'est hors de mes capacités. Tu sais, genre ça, moi je le vois un peu comme Lucchini, tu vois, un peu en mode non mais moralement je veux être une bonne personne, mais en vrai c'est compliqué. Puis bon, la gauche ça parle fort quand même. Et puis moi j'étais au PS à la base. Qui précise pas qu'il était au PS à la base? Moi, j'ai été militant du nouveau parti anticapitaliste lors de sa création en 2008. Je le suis resté. Ah, lui, il dit dans quel parti il a milité. Ah, bah ça, parce que l'autre, il assume pas qu'il a milité au PS pendant des années, voire même qu'il a fait des élections pour le PS. Il était candidat pour le PS et lui, il dit pas le nom du parti. Par contre, le mec du NPA, il a pas honte de dire qu'il était au NPA. C'est marrant, tiens, c'est drôle. On dirait presque qu'ils savent. De le côté soutien critique basé. Ouais, c'est ça, ouais, oui, j'imagine de le côté un peu soutien critique, en mode oui, Mélenchon va gagner. Soutien critique, il y a des trucs. Voilà. Jusqu'en 2012, donc à une époque où ce parti prétendait rassembler l'ensemble des anticapitalistes. Et puis à l'époque, je me reconnaissais dans une forme de marxisme libertaire, de socialisme un peu anarchisant, de conseillisme pour ceux qui aiment l'histoire des gauches. Et je me retrouve toujours là-dedans. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à penser que les élections, c'est pas simplement qu'il faut critiquer le présidentialisme, il faut le faire, mais c'est plus profondément que ça. Je pense que les élections, les régimes professionnalisés dans lesquels on est, c'est l'inverse de la démocratie. Donc je me rends vraiment très rarement aux urnes. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je suis rentré dans un isoloir. 3 fois candidat à la présidentielle en 2012, 2017 et 2020. Jean-Luc Mélenchon avait dit aux médias reporters qu'il souhaitait être, je cite, remplacé. C'était en 2022, mais les circonstances semblent avoir changé. Seul Mélenchon peut remplacer Mélenchon, dit-on dans La Meute. 7 minutes avant de citer La Meute. Comme preuve que Mélenchon va se représenter parce qu'il y a un mec... Parce que rappel quand même, on sait que La Meute c'est un torchon mal écrit. Mediapart est censé le savoir parce que franchement si Mediapart respecte le moindre truc qui est écrit dans La Meute, je me méfie de leurs enquêtes. Mais parce que vous vous rappelez récemment quand Charlotte Belaïch, elle a écrit un article sur la gauche Twitch. Wissam il y avait React. T'as une première partie sur globalement la gauche Twitch, un petit peu en mode c'est quoi. Une deuxième partie surtout pour parler de parole d'honneur parce que c'est des méchants indigénistes. Bah quand Charlotte Belaïch avait écrit cet article, dans la première partie, telle une si bonne enquêtrice que vous savez elle commence son article au dojo de Paris, une salle comble, débat avec Ruffin, Émeric Caron, etc. Et pour essayer de prouver que Zawa Prod a des liens avec la France Insoumise, elle a dit la preuve, Juliette Prados est présente dans les coulisses, donc qui est donc l'attachée de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise, et t'es en mode en même temps y a un député du groupe parlementaire qui est présent, donc c'est explicable que l'attachée de presse soit présente, mais surtout du coup donc c'était la preuve des collusions de Zawa Prod avec la France Insoumise, c'était que Juliette Prados y soit, alors que littéralement, non c'est la mère de Milan, alors que littéralement son fils était à la régie. C'est vous dire à quel point c'est une grande journaliste d'investigation, en qui on peut avoir... Rappelle que dans son article sur la gauche, encore une fois, elle m'a présenté comme l'auteur du livre Extrême droite, la résistible ascension de l'Institut La Boétie aux éditions Amsterdam. Genre, c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai écrit, j'ai tout écrit. Genre, même mon chapitre, je l'ai coécrit, c'est pas moi qui ai écrit tout mon chapitre. Genre, c'est vraiment, je suis l'auteur. Donc bref, Charlotte Belaïch, grande journaliste
journaliste respecté, du coup, visiblement par Mediapart. Un succès de librairie qui a indigné le mouvement. Oui, bah indigner le mouvement, c'est pas peu dire, parce que si tu veux parler des réactions au bouquin, il faut quand même mentionner le fait qu'il était mensonger à plein d'endroits. Je vais taper sur l'ambulance. Mais quand même, dans La Meute, elle ose dire que Bastien Lachaud et Colline Maigre sont surnommés, et que tout le monde le sait à la France Insoumise, que tout le monde les surnomme les Thénardier, alors que tout le monde sait que les Thénardier, c'est Raquel Garrido et Alexis Corbière. Elle a réussi à confondre un surnom infamant que tout le monde sait. Genre, si t'as milité, même à l'époque où PSG, tu sais très bien que ceux qu'on surnommait les Thénardier, c'était Corbière et Garrido. Elle a réussi à attribuer ça à d'autres gens de la France Insoumise, qui n'ont rien à voir avec ça. C'est pas juste que ça a indigné les Insoumis, c'est juste que c'était factuellement un travail de merde. D'abord, vous, Manuel, pour reprendre le titre de votre titre, pourquoi vous pensez que la victoire de Mélenchon est le scénario le plus probable en 2027 ? Je vous dis tout de suite, 2 petits préalables d'abord. Donc moi, vous l'avez dit, et d'ailleurs Rémi aussi, on est sociologue, politiste, donc notre travail, c'est pas de prédire l'avenir, c'est d'étudier, de décrire, de comprendre le présent et le passé. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment important. Alors pourquoi je me suis risqué à un texte, et c'est la première fois que je le fais en 15 ans de métier, qui publiquement émet un pronostic. Parce que je me dis que si on le fait très rarement, et vraiment très rarement, et de façon très précautionneuse, ça peut avoir peut-être un intérêt, c'est que c'est une bonne façon de d'éprouver la robustesse des analyses qu'on peut mener sur précisément le passé et le présent. Donc voilà, une fois, je me risque, et on fera le bilan dans 1 an et demi, on verra si je me suis planté, si j'ai raison, si c'était l'entre-deux. Mais voilà, ça peut permettre ça. Deuxièmement, ce texte, il est né d'un agacement profond vis-à-vis de l'omniprésence du commentaire des sondages. Vous avez dit, et là-dessus je vous rejoins, qu'à Mediapart, vous ne vouliez pas commenter les sondages. Moi, j'aime bien déjà sa posture de sociologue en mode, bah voilà, moi je me mouille pas, moi je suis un sociologue, on n'aime pas faire de la prévision, mais bon, c'est un exercice et puis je verrai plus tard. Et en mode, c'est pas pour dire ça va arriver, c'est une prédiction, croyez-moi, mais c'est pour voir si, avec les outils que j'ai aujourd'hui, je peux faire un pronostic et que je pourrais juger une fois que ce sera arrivé ou que ce sera pas arrivé, etc. Moi, j'aime bien déjà un peu son truc de, oui, bon, déjà, moi, rappelle, je suis un universitaire, gna gna, etc. Et puis pareil, le truc sur les sondages, où, alors les gens qui adorent les sondages, c'est les bandeurs de primaire de la gauche. Alors là, ils sont toujours en mode, regardez, ces sondages montrent qu'il y a un plafond de verre et que Mélenchon ne peut pas gagner. Il peut peut-être aller au second tour, mais il ne va pas gagner le second tour, alors que peut-être éventuellement, une candidature que personne ne connaît et qui passera pas le premier tour peut peut-être gagner le second tour. Au moins, Mediapart n'est pas matrixé par les sondages, c'est un bon début. Non, mais ça, franchement, c'est un truc qu'on peut leur reconnaître, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils sont pas matrixés par autre chose, qu'ils sont pas matrixés par les discours des gens qui sont matrixés par les sondages, comme ceux qui veulent l'union de la gauche. On n'est pas à l'abri d'une influence indirecte, voire même implicite. Là, il y a quand même ce qui s'est passé en 2024, les législatives de 2024, il faut quand même le rappeler, le NFP, le nouveau Front Populaire, est arrivé premier, une majorité relative, mais majorité quand même aux élections. Les 32 sondages qui ont eu lieu auparavant étaient unanimes sur le fait que le Rassemblement national allait arriver en tête. Donc 32 sondages erronés sur 32. Moi, j'ai cherché avant de venir à cette émission, je voulais relire les communiqués dans lesquels les instituts de sondage s'excusent, expliquent qu'ils vont réviser leur méthodologie. Je ne les ai pas retrouvés, je ne sais pas où ils sont, mais voilà. Ils l'ont dit vite dans la commission d'enquête, mais juste pour dire oh, vous êtes trop con de croire les sondages. Tout en disant il n'y a pas de problème dans nos sondages. Alors oui, les sondages c'est pas exact, c'est qu'une peinture à l'instant T, etc. Mais en même temps, voilà, vous donnez trop d'importance aux sondages, même si c'est le principe de... Enfin voilà, ils ont complètement noyé le poisson dans la commission d'enquête sur l'organisation des élections. Ce plantage, il est quasiment à chaque élection. Et particulièrement pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous dites aussi dans le texte. Alors maintenant, vous n'avez plus que 2 minutes pour nous expliquer votre... Sur les sondages, c'est important de le préciser, c'est pas des thermomètres, c'est des thermostats. C'est des gens qui prétendent mesurer l'état de l'opinion, mais en réalité qui la fabriquent beaucoup plus qu'ils la mesurent. Ça, c'est un point qui est, je pense, vraiment à rappeler. Il y a 2 questions. Il y a le premier tour et il y a le deuxième tour. Sur le premier tour, moi, j'ai aucun doute quant au fait qu'il y a un boulevard aujourd'hui qui s'ouvre pour la France Insoumise et pour son candidat. Je pense qu'il aura face à lui au second tour Jordan Bardella ou Marine Le Pen. La vraie question, c'est celle du centre, de l'extrême centre, puisque tout le monde est extrême, hein, l'extrême gauche, l'extrême droite. Parlons de l'extrême centre. L'extrême centre, aujourd'hui, elle a 2 handicaps majeurs. Le premier, c'est l'usure du pouvoir. Et le deuxième point, c'est le caractère tout à fait fragmenté et divisé. Je pronostique l'émergence de plusieurs candidatures à la fin, lorsqu'il faudra les déposer au centre, et du coup un éparpillement des voix au centre qui libérera de l'espace à gauche. Ensuite, du coup. Ça va un peu dans le truc de, oui, la théorie de la tenaille entre une gauche radicale incarnée par LFI qui reste solide et qui a un cap clair, et celle du RN qui lui a un bulldozer et littéralement les médias les décrètent déjà futur président, avec du coup l'éparpillement au centre, etc. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un éparpillement à droite ? Jusqu'où ça va aller ? On sait que le but
de Ciotti, c'est de faire l'union des droites. Est-ce que LR va les suivre là-dedans? Horizon, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Donc voilà, il y a la question de l'éparpillement à droite, il y a la question aussi de l'éparpillement à gauche, mais tout en considérant, parce que souvent dans les discours sur l'union de la gauche, on a tendance à considérer LFI comme une composante comme une autre d'une gauche multiple et divisée, alors que LFI est un pôle d'attraction à gauche, là où c'est les autres qui sont des micro-partis divisés. Je pense à ELV, je pense au PS, etc. etc. Micro-partis à l'échelle présidentielle, hein, pas à l'échelle locale. Ils ont beaucoup de municipalités, etc. etc. Est-ce qu'une union des gauches est possible? Bah non, on sait que Glucksmann, s'il part, il partira tout seul. La question, c'est est-ce que le PS va le suivre? On sait que ELV voudra pas partir avec Glucksmann. En tout cas, ELV a l'air partisan de cette idée de primaire ouvert de la gauche, je sais pas quoi. Donc eux, ils vont s'embourber dans leur primaire et voire même présenter un candidat quand même, etc. Donc on sait qu'il y aura un éparpillement de la gauche quoi qu'il arrive. Ils sont tous beaucoup trop attachés à leur bout de gras et à la thune que t'as quand tu passes la barre des 5% dans une présidentielle pour ne pas se présenter. Aujourd'hui, il a un appareil, il a des cadres, il a des militants en nombre et aussi en compétences, je pense, plus élevés que ce qu'il avait il y a 5 ans lorsqu'il est passé à un cheveu du second tour. Donc là, franchement, je vois pas ce qui pourrait aujourd'hui sérieusement se mettre sur sa route. Et le second tour, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, mais je pense que c'est une configuration totalement inédite, non seulement dans notre pays et dans l'histoire de la Ve République, un affrontement entre une gauche de gauche et l'extrême droite, mais même si je pense l'ensemble des démocraties occidentales aujourd'hui, je vois pas d'exemple récent où on aurait eu ce type de configuration. Et ça, c'est intéressant, et ça, c'est un bon truc à répondre. Là, il préchote, je pense, l'argument de Mélenchon ne peut pas gagner le second tour. Il est en mode, mais on n'a pas de comparaison d'un second tour entre l'extrême droite et la gauche radicale. Et je trouve que c'est assez intéressant son truc parce qu'il est vraiment en mode, en fait, par définition, on ne peut pas prédire le second tour parce qu'on n'a jamais vu ça. Ce serait vraiment un truc historique. Ça sert à rien de se poser la question en prévision, etc. Faudra se concentrer sur les forces en présence, sur les choix qui seront faits notamment par le centre, etc. Et voilà, quoi. À part le Brésil, il n'y a rien, c'est vrai. Bah, le Brésil, oui, c'était Lula Bolsonaro. C'est vrai que les autres exemples que je peux voir, ouais, c'est peut-être le Brésil, ouais. Alors moi j'ai trouvé que le texte de Manuel était très intéressant, mais je ne partage pas du tout son optimisme. Non, parce que le mec, il est vraiment en mode non, mais ton texte est génial, il est très intéressant, c'est super, mais par contre, je veux pas que Mélenchon il gagne. Parce que moi, je veux la primaire de la gauche. Je suis curieux de voir comment il va justifier son opposition à son texte. Personne n'a vu le vieux en légende sous second tour avec rendez-vous avec son désastre. Bah, c'est ça aussi, c'est que bon, c'est Mélenchon, quoi. Genre. Vous imaginez un Mélenchon de second tour. Déjà, et rien que là, face à Jean-Noël Barrot, il était en mode genre. J'ai vu des comptes Twitter en anglais, j'ai vu des médias sociaux anglais, etc., ou enfin anglophones, qui étaient en mode wow, Mélenchon outlined perfectly what is behind Greenland and Trump, etc. Genre, c'était un truc de. Déjà, rien que face à Jean-Noël Barrot, il a bouffé et surtout, il a montré que c'était un meilleur homme d'État et que c'est un homme d'État plus responsable, qui avait une meilleure vue sur le truc, etc. On est à plus d'un an de la présidentielle, là. Genre, c'est. Non, oui. Je pense qu'on a beaucoup de mal déjà à analyser le présent, c'est très très difficile de prévoir et je pense que voilà, tu as pris un risque, je pense. Deuxièmement, je pense que tu prends tes désirs pour un peu pour des réalités. C'est-à-dire que je pense que il y a un désespoir à gauche terrible. On se demande qui est à l'origine de ce désespoir à gauche. Peut-être éventuellement un politiste qui a fait toutes ses armes au PS et qui maintenant soutient l'union de la gauche. Non, pardon, pas l'union de la gauche, la primaire ouverte de la gauche et qui a soutenu aussi Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. On se demande d'où vient le désespoir. Et c'est un cauchemar ce qui est en train de se passer pour la gauche et c'est très mal vécu par les intellectuels de gauche et du coup, tu veux, à mon avis, tu rêves. Je trouve ça fascinant aussi son argument de tu rêves. C'est en mode, est-ce que... Bon, je comprends, il parle entre chercheurs, sociologues, politistes, même si je fais plus confiance aux sociologues qu'aux politistes en règle générale, et pourtant je suis moi-même politiste, et c'est bien pour ça que je fais plus confiance aux sociologues. Mais je trouve ça aussi fascinant, le truc de, oui, il y a un désespoir à gauche, du coup tu rêves, et presque, genre c'est mal de rêver, genre t'es en mode, mais justement c'est peut-être parce qu'il y a des pisse froids comme toi qui ne croient en rien et qui parient continuellement sur la défaite, qu'on est dans la défaite permanente. Éventuellement, peut-être que tu fais partie du problème, si tu reproches aux gens de rêver. Éventuellement, peut-être, je ne sais pas. Tu ne doomes pas, je vais donc psychologiser pour t'accuser d'être un doux rêveur. Oui, alors qu'on pourrait très bien psychologiser le fait qu'il doome. Au hasard, psychologiser dans le fait que, ayant eu un attachement émotionnel au Parti Socialiste toute sa vie, ayant milité lui-même au Parti Socialiste, il n'imagine pas le monde où le Parti Socialiste aurait disparu, et donc ça le rend incapable d'imaginer une autre gauche que le Parti Socialiste. Du coup, ça le pousse à ne pas pouvoir imaginer la victoire de la gauche. Mais ce serait psychologisé. Point d'accord, c'est que Mélenchon est un très bon candidat de premier tour. Il a un très gros socle. Il est à peu près au moins à 12%. Il pourra capter un peu de vote utile. Au moins à 12%. Et c'est l'autre qui rêve. Parce que au moins, oui, il est au moins à 1%. Oui, au moins, c'est au plus petit. Oui, il est au moins à 0,5%, tu vois. Oui, enfin bon. Le au moins, il soulève beaucoup de charges quand même, hein, le heavy lifting, hein, le au moins. Hein. Oui, et c'est vrai que du coup, encore une fois, hein, Mediapart qui dit oui, on commente pas les sondages, Cervera Marzal qui dit oui, en effet, j'aime pas commenter les sondages en tant que sociologue, etc. Je trouve que c'est de la merde, il y a des critiques. Et lui, il dit les sondages, ils disent que.
D'accord, d'accord. Donc il est fort probable qu'il soit au deuxième tour. Deuxième élément d'accord, la machine France Insoumise en termes d'organisation s'est considérablement renforcée depuis 2022, ça c'est très très clair, on pourra en parler par la suite. Deuxièmement, Mélenchon est en train de changer d'image, très clairement. C'est troisièmement, t'as sorti le troisième doigt, c'est troisièmement. Il veut tellement pas concéder que la France Insoumise a une bonne machine électorale que comme son deuxièmement c'était la France Insoumise a une bonne machine électorale, et il redit deuxièmement tellement il veut pas admettre que la France Insoumise a une bonne machine électorale. Il est au-dessus des autres. Bon, donc il peut changer d'image. Quatrièmement, effectivement, je suis d'accord avec toi, le macronisme va complètement se décomposer. Après son changement d'image c'est depuis fin... Non mais son changement d'image il est permanent. Il a changé d'image après le 7 octobre, il a changé d'image après 2022, il a changé d'image après les perquisitions, enfin, je veux dire, changement d'image pour qui, pourquoi, décidé par qui, décrété par quoi. À part les gens comme toi qui ont décidé de participer à une campagne anti-Mélenchon à gauche. Oui, c'est vraiment, mais oui, ces mecs, c'est tous les red flags. On spécule sur les sondages et on analyse la com. Je dis pas que la com c'est pas important, hein. La com c'est important. Mais le changement d'image, c'est pas juste en mode il change d'image, c'est est-ce que son image reflète le fond. Mais j'ai 4 points de désaccord. Alors je pense que Mélenchon a un très gros socle, mais un énorme plafond de verre. Je ne le vois pas comment il pourra casser ce plafond de verre. Pourquoi? Lequel? Où ça? Un plafond de verre, lequel? Explique. Alors ce qui est fou, c'est que il ne va donner de substance à aucun de ses arguments. Son plafond de verre, c'est quoi? La gauche? Le PS? C'est quoi son plafond de verre? Ah, c'est parce qu'il va pas essayer de gagner au centre comme le faisait le PS d'habitude, mais qui va essayer de gagner à gauche, et du coup pour toi c'est un plafond de verre parce que t'imagines pas que la gauche puisse gagner? Tu es dans le déni de la détestation de Jean-Luc Mélenchon. Même si elle est médiatiquement consacrée, elle est énorme, cette détestation, elle est incontestable. C'est ce qu'on disait de Marine Le Pen aussi. Mélenchon est détesté par une large partie des Français, beaucoup plus, c'est des sondages, mais c'est un élément à prendre en compte, beaucoup plus que l'extrême droite. Et même des analystes scientifiques qui constatent ça sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils constatent en fait que c'est pas facile de défendre Mélenchon. Non mais après, que des militants soient en mode « Ah putain, parfois on se prend des portes, les gens ils détestent Mélenchon, etc. » Oui bon, c'était pareil en 2022. Les gens ils font genre qu'en 2022 il n'y avait pas déjà une campagne anti-Mélenchon large absolument partout dans ce pays. Genre c'est... Oui, bonjour. En 2017 on lui a fait le coup du Venezuela une semaine avant les élections. Enfin, tu sais, genre ça va, enfin oui on sait, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas que des militants localement aient dit ça. Mais genre, désolé, au moins Mélenchon il suscite de l'émotion. Je préfère quelqu'un qui suscite une émotion, qu'elle soit positive ou négative, que quelqu'un qui suscite l'apathie. Parce que si t'as une émotion forte, bah, ça va peut-être plus mobiliser les gens qui vont voter pour, plutôt que quelqu'un où t'es en mode ouais. Et ah mince, j'ai oublié d'aller voter. Ah ouais, bon, de toute façon, ce mec. Deuxièmement, il y a la thèse du phénix mélenchonien, c'est-à-dire en fait de la résilience de Mélenchon. C'est en gros, il s'en est sorti en 2022 après, il s'en sort toujours, il s'en est sorti après les perquisitions, il va remonter. C'est pas du tout une loi des reins. Je pense que il est très abîmé, il est pas du tout sûr qu'il remonte la pente. Il est très abîmé. Alors que le Mélenchon qui est à son prime, genre il a jamais été, même si tu veux parler des sondages, même dans les sondages il a jamais été aussi haut à plus d'un an de la présidentielle. Mais apparemment il est abîmé. Genre c'est un phénix, ses ailes elles sont un peu abîmées. Ah, il lui manque quelques plumes. Le mec, son argument, c'est « Mais les gens le détestent et quand même, les médias, ils l'aiment pas. » Mais spoiler alert, les Français, ils aiment pas les médias. Hein. Troisièmement, mais on pourra en discuter, tu utilises beaucoup Tibéri dans ton texte, Vincent Tibéri, sociologue. Voilà. Et je pense que Vincent Tibéri est devenu un espèce d'argument qui rassure les gens à gauche. Alors, je situe, Vincent Tibéri fait un livre qui s'appelle « La droitisation, mythe et réalité », où il dit qu'en fait, culturellement, la France est plus progressiste et peut-être plus de gauche qu'on ne le pense. Voilà. Et alors ça, je résume. Je trouve que ce bouquin est très très intéressant, mais il y a plein de limites dans le bouquin de Tibéri, et en fait, il est utilisé par la gauche en disant rien n'est perdu. Donc quoi, c'est-à-dire tout est perdu? Parce que du coup, attends, rappelle que ce mec défend une primaire ouverte de la gauche et que pour lui, c'est le meilleur truc pour que la gauche gagne les présidentielles. C'est foutu? Ou on peut gagner grâce à ta super primaire? Ou alors tu fais une primaire dans l'espoir de perdre? Parce qu'on veut pas des losers, nous, hein. Encore une fois, la gauche des losers, c'est pas ici. Quelle limite? On sait pas. Il a des limites. C'est le principe de tout travail scientifique, d'avoir des limites et de les reconnaître et dire voilà, les limites sont telles, telles, telles et telles. Mais ça n'empêche pas que ça puisse servir d'argument contextuel, etc. Mais il y a des limites. Il y a des limites, donc on peut tout jeter à la poubelle parce que les Français sont de droite, la gauche ne va jamais gagner. Mais faites quand même la primaire, on sait jamais. D'accord. Désolé, hein, je lui fais pas confiance à ce mec. Hein. Il y a en fait un élément auquel je ne crois pas du tout, c'est l'idée, mais vraiment ça c'est l'argument, c'est l'idée que les macronistes puissent voter pour Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Ça, je pense qu'aujourd'hui tu sous-estimes la droitisation de ces électeurs qui sont plus du tout progressistes pour une large partie d'entre eux, et donc je ne vois pas comment ces électeurs macronistes et qui aujourd'hui soutiennent, qui très clairement ont beaucoup plus peur de Mélenchon que de Bardella, parce que en fait il y a aussi finalement des éléments économiques, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on l'a vu dans le débat parlementaire, les macronistes et les électeurs suivent sont en fait très très hostiles sont très attachés à la politique de l'offre que Bardella ne remettra pas en cause,
nous faire croire que les électeurs sont très attachés à la politique de l'offre, donc une doctrine économique complètement fumeuse dont tout le monde se branle. Je veux dire, quand on fait des analyses politiques, on peut parler de comment, en effet, le patronat pousse pour une politique de l'offre et comment la politique de l'offre économiquement ça tient pas, pourquoi une politique de la demande c'est beaucoup mieux, etc. Et pourquoi, genre, les électeurs ne sont pas attachés à une politique de l'offre. Ils vont pas voter quand ils vont répondre à des sondages que tu adores. Quand on va leur demander c'est quoi leur priorité, ils vont pas dire la politique de l'offre quand même. Mais après, du coup, le mec il dit non, mais la France c'est un pays de droite, tout est foutu. Bah très bien, bah, on rentre chez nous alors. Bah fais pas ta primaire du coup, vu que de toute façon la France c'est un pays de droite. À moins que de ta primaire n'émerge quelqu'un qui défend la politique de l'offre, mais du coup, c'est pas la gauche qui va gagner. Donc en fait, moi je vois pas où mène son argument, enfin son contre-argument, autre que il faut que la gauche fasse élire quelqu'un de droite. Et ils pensent globalement qu'avec Bardella, on pourra s'en sortir, alors que Mélenchon, c'est la révolution. Et ils ont tous voté contre la taxation des riches, par exemple. Et donc, des macronistes au RN. Très bonne question. Vont-ils voter contre la taxation des riches? Pourquoi? La taxation des riches, c'est, si tu reprends tes sondages, les Français sont largement pour, et c'est un des trucs comme Tibéri, par exemple. Et genre, c'est une proposition très populaire, justement, de dire, oh là là, ouais, même le sentiment bassement populiste qu'on peut retrouver aussi à l'extrême droite, de, oh là là, de toute façon, les riches, ils font ce qu'ils veulent, et puis il n'y a plus de place pour le peuple, gna gna gna, etc. C'est un sentiment très partagé, donc, oui. Je pense qu'il y a une autre option qui est possible. C'est un candidat uni de la gauche qui ne serait pas forcément Mélenchon. Et donc je pense que ça, c'est une carte qui est plus gagnante que la carte de Mélenchon. Mais attends, du coup, ton candidat uni de la gauche, il serait pour la politique de l'offre, il serait contre la taxation des riches. Parce qu'en fait, là, ton plafond de verre du second tour, sur les Français sont de droite, globalement, c'est foutu. Bah, ça marche aussi pour ton candidat de la gauche, du coup. C'est une option. En fait, juste, t'aimes pas Mélenchon, t'essaies de trouver des arguments de doomer, de la gauche des losers, en mode, ouin, les gens n'aiment pas la politique de l'offre. Tout ça pour dire, il faut un autre mec que Mélenchon, on s'en bat les couilles de ce qu'il va dire, il va gagner quand même. Non, en fait, faut arrêter de prendre les gens pour les cons, en fait. Non, il a raison qu'un macroniste votera plus Ruffin ou Tondelier contre Bardella que Mélenchon, je reste full Mélenchon. Ah non, mais non, attends, alors là où je suis d'accord avec toi, en effet, c'est que moi je trouve qu'il a un argument de merde en parlant de la politique de l'offre, en parlant de la taxation des riches, etc., parce que c'est majoritaire. Même les électeurs macronistes seraient prêts à voter pour ça. Par contre, en effet, ils aiment pas Mélenchon, ils aiment pas ce qu'il propose et ils aiment pas ce qu'il dégage. Mais là, on est de l'ordre de l'affect politique, on est de l'ordre de la projection dans ce que Macron les rassure de stabilité économique et ce que Mélenchon leur fait peur parce qu'il est associé à une gauche à laquelle ils ont appris à avoir peur, alors que Tondelier, etc., ils sont en mode oh, ça va, c'est un gentil chien. Donc là, je suis d'accord avec toi là-dessus, et en vrai, c'est une vraie question, et c'est l'argument du plafond de verre du second tour, mais ça ne fonctionne que si tu considères que les élections se gagnent au centre. Ce qu'a fait la gauche toute sa vie, la gauche a dit premier tour, on le fait à gauche, deuxième tour, on le gagne au centre. Et du coup, forcément, tu dois draguer les électeurs centristes au second tour dans l'espoir de gagner, etc. Sauf qu'on n'a jamais essayé de faire autrement. Et c'est justement le pari que propose la France Insoumise, c'est on va pas essayer de draguer les électeurs macronistes. Ils voteront pour nous s'ils veulent, c'est en leur âme et conscience, mais on fait notre campagne entièrement à gauche. Et on essaye de taper là-dedans. Et des gens qui ne seront pas déplacés au premier tour parce qu'ils y croient pas, parce que, etc., et qu'on ne aura pas réussi à les convaincre au premier tour, le fait de gagner le premier tour, on parie sur le fait que c'est une force d'entraînement qui va encore plus les amener à sortir pour nous et que plein de primo-votants vont soutenir la candidature Mélenchon. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller essayer de débaucher la droite, on va encore plus emporter avec nous des gens qui ne votaient pas et qui ont des intérêts à gauche et qui ne sont pas pollués par tout ça, quoi. En vrai, cette méthode crée des gens de gauche radicale. Les gens, c'est comme ça que Chavez, il a gagné. Genre, Chavez, il a gagné parce qu'il a fait sortir de l'abstentionnisme des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes dans les quartiers pauvres de tout le pays. Et c'est simplement un truc que la gauche française n'a jamais osé tenter. Mais bref, tout ça pour dire que, selon son argument à lui, même si t'es d'accord que Mélenchon a un plafond de verre, que la droite ne votera jamais pour lui, alors que la droite votera davantage pour une Tondelier ou un Ruffin, etc. Et encore, c'est pas sûr, parce que ils ont jamais encore testé d'être sous les feux des médias bien fascisés et bien extrême droitisés. On sait jamais. Mais admettons. Mais quoi qu'il arrive, Tondelier et Ruffin n'auront pas la base sociale sur laquelle peut se reposer Mélenchon pour avoir le reste de ses voix. C'est-à-dire qu'ils peuvent draguer la droite, mais ils pourront pas draguer la gauche. Donc en fait, c'est que globalement, l'argument numéro 1 en fait de Rémi Lefebvre, c'est la gauche est finito, on pourra jamais gagner, rentrons chez nous et devenons de droite. Enfin, la suite logique de son argument, c'est ça. Et désolé, moi je suis un militant, ça me satisfait pas. Maintenant qu'on a un peu posé le débat, on va déjà le recadrer dès le début. Est-ce qu'on est sûr de cette candidature? On a beaucoup parlé de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Il a lancé un énigmatique « Faites mieux » à une époque. C'est pas énigmatique, il a expliqué plein de fois ce que ça voulait dire, mais bref. C'est une énigme, faites mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit plein de fois. Je pense qu'il y a eu une ambiguïté à un moment donné, fin 2002, je pense autour de Caténin, ce qui était sans doute un élément. Et puis très clairement, Mélenchon a repris la main.
C'est là que tu vois que c'est des gens qui regardent que... Leur seule analyse, c'est de regarder des médias, quoi. Quatennens n'était pas plus un successeur que Panot, que Guettet. Et en plus, 2022, c'était toute la nouvelle génération. Donc, tu avais aussi tout un truc de... Rappelle, moi, un truc que je vous ai dit, et que voilà, en 2022, quand il y a eu toute la nouvelle mouture de députés qui se sont présentés, Mélenchon, il leur a dit « Faites-vous aimer et tapez pas sur les camarades ». C'était en mode, voilà, il y a tout un nouveau pool de personnes, il y a plein de gens qui vont se détacher, qui vont se faire aimer, et en mode, la règle numéro 1, c'est faites-vous aimer. Et après, la population suivra, après, le peuple suivra, les gens suivront, etc., etc. Genre, c'est pas en mode, mon successeur, c'est Quatennens, mon successeur, c'est un tel, parce que précisément, depuis, j'ai l'impression de hurler dans des murs, mais depuis Delapierre, Mélenchon a peur d'avoir un successeur. Mélenchon a peur de désigner une seule personne parce qu'il sait que c'est fragile. Il sait que la personne peut mourir d'un cancer foudroyant, comme c'était le cas de Delapierre, peut très bien se faire défoncer, peut, comme Quatennens. Et tout le pari qu'a essayé de faire Mélenchon, c'est de permettre les conditions d'un foisonnement et de l'émergence de plusieurs personnalités qui se feront aimer et qui gagneront leur légitimité parce que les gens les aiment, pas parce qu'ils auront été désignés par le chef. Après, la question, c'est est-ce que les gens en sont capables? Et est-ce que les gens aussi n'ont pas peur de sortir du confort du paratonnerre Mélenchon aussi? Oui, c'est ça, d'où la Boétie, d'où la réorganisation de la France Insoumise, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui vont dans ce sens-là. Comment est-ce que cet abruti peut se prétendre politiste et ne pas savoir cette base quand tu connais l'histoire de la France Insoumise et l'histoire du parti de gauche? T'as l'impression, on leur dit des trucs, ça rentre par une oreille, ça sort de... Je sais même pas si ça rentre par la première oreille, mais en tout cas, ça sort clairement par l'autre, quoi. Il s'est rendu compte qu'en fait, LFI, sans son leadership, ne tenait pas. Et donc là, en fait, tout est programmé, tout le monde le sait. Il a aussi annoncé, il avait dit quand même à La Républicain, un journal italien qui serait candidat en 2027, il n'arrête pas de dire que ça se finira entre l'extrême droite et lui. Non, il a dit entre eux et nous, pas eux et moi. Tu vois, genre ce mec-là, Mélenchon, depuis des années, il dit ça finira entre eux et nous étant le camp, voilà, le camp de l'extrême droite contre le camp de la gauche radicale. Et genre, ils sont tellement obnubilés par leur détestation de Mélenchon qu'ils transforment spontanément ce nous en un jeu. En mode, il est tellement égotique qu'il disait jeu, bien évidemment. Genre, encore une fois, encore récemment, on regardait l'extrait tout à l'heure, Mélenchon au meeting de Toulouse, qui disait que son œuvre, elle était là, dans la pièce, avec tous les gens qui sont là, dans cette suite, dans cette... Tu sais, genre, il ne fait que se placer dans de la continuité et d'être en mode, allez-y, remplacez-moi. Bref. D'accord avec ça? Bon, on est entièrement d'accord. Bon, ça, entièrement d'accord. C'est tout. Genre, tu vas pas... Non? Il va pas y avoir de débat, c'est tout. Genre, c'est entièrement d'accord. D'accord. Je pense qu'il dit juste ça sur la candidature. Oui, en mode, oui, je suis d'accord que c'est Mélenchon qui va se présenter. Oui, why not? Là, en ce moment, il y a une offre politique assez pléthorique à gauche, la question d'une primaire, justement, de toute la gauche. Une offre politique pléthorique à gauche? Quelle offre? Glucksmann? Olivier Faure? Tondelier? Genre, moi, j'appelle pas ça une offre, hein. J'appelle ça du discount. Donc, on a du mal à finalement se dire que qu'il y aurait là enfin, dans cette profusion de candidats possibles, que c'est l'option la plus possible, en gros, qu'il a un socle très important. Il a un socle, alors déjà primaire qui a échoué lors des précédentes présidentielles. Primaire, là, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Ça tarde à se mettre ensemble, tous ces gens. D'ailleurs, quand on regarde les gens qui plaident pour cette primaire, il manque les deux principaux, Mélenchon et Glucksmann. Donc, il y a tous ceux qui sont entre les deux. Mais eux-mêmes, en fait, est-ce qu'ils ne sont pas davantage unifiés en négatif par leur opposition à Mélenchon? Il pose les questions qui fâchent. Il dit, non mais vous êtes unis juste parce que vous détestez Mélenchon. Mais en vrai, il n'y a rien d'autre qui vous unit. Votre seule union, c'est de vouloir que Mélenchon dégage, quoi. Mais bon, à part ça, c'est quand même assez faible, quoi. Force est de constater que les Insoumis ont développé un certain savoir-faire. Ils ont aujourd'hui 6 fois plus de militants de terrain, et de cadres, et de salariés, et d'élus qu'ils en avaient il y a 5 ans. Ils ont emmagasiné de l'expérience. Là-dessus, je pense qu'ils partent avec une vraie longueur d'avance sur leurs rivaux à gauche. Rémi Lefebvre, est-ce que pour vous aussi, vous dites c'est une évidence Mélenchon au second tour, ou on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir, hein? Alors, je pense que c'est une hypothèse très probable. C'est parce que les adversaires sont faibles, ils ont du mal à s'organiser. Oui, uniquement parce que les adversaires sont faibles, hein. C'est pas parce que Mélenchon a la moindre force de son côté, non, c'est parce que y a personne en face, quoi, voilà. Bon, voilà, l'opposition est nulle, donc voilà, c'est... Oui, ok, on peut dire que c'est probable. il a tellement le seum. Oh là là. J'essaie de plaider pour la primaire et c'est très compliqué. Oui, je vois ça. Je vois que c'est compliqué de plaider pour la primaire, hein. Même toi-même, t'as du mal à y croire, j'ai l'impression, hein. C'est une hypothèse qui est encore tout à fait encore lointaine. Mais donc, c'est pas en tant que politiste que t'es pour la primaire. C'est en tant que bozo ancien du PS. En fait, le problème, c'est que les gens qui font de la science politique, même parfois les gens qui font de la sociologie ou de l'histoire, etc., ils utilisent un petit peu l'aura que leur donne le fait d'avoir des beaux diplômes et d'avoir
fait des études, etc., pour faire passer leurs opinions politiques, parfois un peu à l'emporte-pièce et parfois un peu pas trop. Et encore moi-même je le fais, hein. Et en fait, le problème, c'est que, genre, parfois, très clairement, lui, c'est pas en tant que scientifique qu'il est pour la primaire de la gauche. C'est que lui, personnellement, c'est un truc qu'il aimerait bien, même si c'est vrai que c'est pas gagné, mais c'est un truc qu'il aimerait bien. Bon, bah, du coup, pourquoi t'es invité sur un plateau télé en tant que politiste, alors même que c'est pas en tant que politiste que tu analyses la politique. Genre, tu peux dire, on a invité ce mec de gauche qui a une opinion. Point barre. Pas qu'en sciences politiques, le reste aussi fait ça, t'inquiète. Oui, j'ai ça parce que je connais mieux les sciences politiques, mais j'imagine que tout le monde fait ça, oui. Alors même qu'on n'est pas encore dans la campagne présidentielle, ils ont 110 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme, et on sait très très bien que la force des LFI, c'est la capacité à voir son mouvement grossir au moment de la présidentielle. C'est-à-dire qu'ils ont 110 000 adhérents, mais ils vont avoir, ça veut dire que c'est un parti éponge, hein, donc qui risque de gonfler, et donc la capacité de mobilisation très claire. Qui risque de gonfler ? Pourquoi ce serait un risque ? De LFI va être très très forte. Ils ont un programme très clair, ils ont une ligne politique. Les autres vont s'user pendant des mois. Eux, ils ont un cap. Mais alors pourquoi tu défends une primaire de la gauche si tu admets que les gens ils vont s'épuiser pour rien pendant que la France Insoumise va passer en mode bulldozer ? Genre, mais ce mec est incohérent. À part ta détestation de Mélenchon, pourquoi tu veux une primaire du coup ? Si t'admets même que la primaire ça va retarder la mobilisation. Est-ce que les élections municipales peuvent pas être un coup d'arrêt ou un réveil ou quelque chose pour LFI ? Je ne crois pas du tout à la conversion sur le fond au municipalisme de Mélenchon. Hein. Il y a certains cadres et insoumis qui sont attachés au municipalisme, mais globalement Mélenchon non. Il instrumentalise les élections municipales pour la présidentielle, ce qui est tout à fait normal. Oui, bon, on a bien compris vu ton article de merde qui sait même pas correctement définir c'est quoi le municipalisme à la sauce insoumise. Alors moi je ne crois pas au municipalisme de Mélenchon, d'accord. Pourquoi ? T'y crois pas d'un point de vue programmatique ou d'un point de vue de mobilisation électorale ? Je comprends pas. Cet homme sonde les âmes. Je ne crois pas que Mélenchon croit vraiment à ce volet radicalement important de la théorie de l'ère du peuple et des révolutions citoyennes sur laquelle il travaille depuis des années et des années. Quasiment tout son travail théorique a mené à la théorie de l'ère du peuple et les révolutions citoyennes qui finit du coup dans l'analyse des réseaux, donc dans le communalisme, etc. Mais je crois pas qu'il y croit vraiment. D'accord, bah écoute. Si tu crois pas qu'il y croit, bah, t'es dans sa tête apparemment. En tout cas, lui, il a l'air d'être dans ta tête. En tout cas, et de pas payer de loyer d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en mouvement et ils sont partis et ils utilisent en fait les élections municipales pour se mobiliser. Parlons de la stratégie justement, qui est aussi la stratégie électorale qui est déjà posée par Jean-Luc Mélenchon, déjà pour le premier tour, et ça vaudra aussi pour le second, on verra. C'est cette idée phare, hein, développée dès novembre 2018, qui se veut une riposte et un autre imaginaire face à l'extrême droite. Ça s'appelle la Nouvelle France. Jean-Luc Mélenchon était à Villeurbanne il y a quelques jours, le 9 janvier, et il en a reparlé. C'est pas franchement une idée nouvelle, c'est une nouvelle itération par rapport à la créolisation, enfin Mélenchon il fait que itérer sur des trucs et avancer en mode bah tiens j'ai posé ça, je peux un petit peu améliorer ce bail, je peux un petit peu progresser là-dessus, enfin voilà quoi, genre c'est... La condition pour pouvoir être un seul peuple français, c'est d'accepter ce que nous sommes, comme nous le sommes, avec maintenant des enfants, des petits-enfants, des tontons, des tatas, des grands-pères et des grands-mères qu'on va voir au bled une fois par an. Ce sont nos familles. Et dès lors, vous devez accepter la vie comme elle est. Cela n'a pas de sens de pousser du bout du doigt les uns ou les autres au bord de l'assiette. Oui, c'est la Nouvelle France. C'est pour les tontons et les tatas, oui. Mélenchon veut draguer l'électorat des Arabes en parlant des tontons et des tatas. La Nouvelle France, ce sont de nouvelles familles recomposées, mais ce sont des familles, et ainsi de suite. La France est un grand peuple mêlé de toutes sortes, et nous sommes heureux comme ça. Nous n'avons pas des nostalgies désuètes à l'égard d'un passé qui de toute façon s'est évaporé à jamais. Il n'y a pas de France de souche, il n'y a qu'une France actuelle, immédiate, celle qui est là et qui veut être la France, et qui ne peut l'être qu'à la condition de pouvoir s'aimer librement, se déplacer librement, sans que sans arrêt on vous demande d'où vous venez. Là il dit un truc de base quand même. Là il dit en mode faut faire peuple ensemble. Mais même en 2017 c'est faire France de tout bois. C'était l'élément de langage, c'est faire France de tout bois. Et encore une fois, c'est une itération sur un truc qu'ils étaient là depuis longtemps, etc. Ok, d'accord. Mais genre, là, voilà, là, qu'est-ce qu'ils vont répondre à... Enfin, tu sais, genre, sur quoi ils vont se lancer ? Parce que là, c'est un peu en mode, bah oui, on est tous français, c'est le peuple français, il faut s'aimer, laisser les gens vivre, pas poser de questions ethniques, on est tous... Tu sais, genre, pour l'instant, c'est un truc antiraciste assez basique, quoi. Genre, c'est vraiment, voilà, quoi. Alors, la question, c'est avec quelle alliance électorale Jean-Luc Mélenchon veut aller à la présidentielle. Des gens qui l'ont quitté, qui ont été proches de lui à un moment, Alexis Corbière, François Ruffin, plus exactement, qui ont été sortis de la France Insoumise, disent, bah, en fait, c'est opposer une France à l'autre. C'est-à-dire la France désindustrialisée, des zones rurales, sans immigration, peut se sentir visée, dit Alexis Corbière. Je veux bien les fâchés pas fachos, etc. Mais en quoi dire
que on est tous français, on est tous amis, il faut laisser à tout le monde le droit de s'aimer, gna gna gna, en quoi c'est censé aliéner la France périphérique? Là, c'est fini les débats sur la France périphérique, hein. Le discours, il a déjà changé, hein. Genre là, vous rebattez un discours qui est déjà passé depuis longtemps, etc. C'est bon, c'est soldé, gna gna, ça veut rien dire la France périphérique, etc. Mais genre, un extrait de Mélenchon qui dit « On est tous français, on est tous ensemble, il faut s'aimer », la réaction c'est « Ouais, mais un Ruffin, il pourrait dire que ça oppose les gens. » Limite, tu peux dire que Mélenchon est un peu idéaliste, qu'il prône une forme de cosmopolitisme qui ne correspond pas vraiment au clivage dans la société française, que les gens sont trop racistes pour ça, c'est une réponse antiraciste qu'on pourrait attendre. Mais alors dire qu'il faut faire la France pour tout le monde, ça oppose deux France. Je sais pas quel degré de racisme il faut pour penser ça. La pensée raciste de la critique est fascinante, mais de fou. Genre, c'est une folie. Ou alors trouver un autre extrait pour introduire votre sujet sur la France périphérique versus les Arabes. Mais spoiler, vous en trouverez pas dans les discours récents parce que désolé, mais on a move on, hein. On a passé à autre chose, c'est bon. Il y a que les autres qui sont restés coincés sur ouais, il aime trop les Arabes. François Ruffin dit dans son livre, bah oui, c'est un peu comme ce que faisait Terra Nova à l'époque, c'est-à-dire le think tank proche du PS, c'est-à-dire on choisit un électorat. Et c'est qui est au PS sur le plateau? Ah oui, c'est vrai, c'est Rémi Lefebvre. Donc le mec anti-Mélenchon, on rappelle qu'un ancien du PS, il a quitté le PS en 2018. Hein. Il a mis du temps quand même. Hein. Donc. Alors, est-ce que c'est une. Qu'est-ce que là, c'est pour les critiques qui sont faites. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept de Nouvelle-France? Je pense que c'est habile parce que c'est ce qu'il essaye de montrer en théorisant cette Nouvelle-France. Avant, il théorisait autour du peuple urbain. Avant, il théorisait autour de la créolisation. En tout cas, il cherche toujours à apporter un supplément d'âme théorique avec un travail de fond sur sa stratégie électorale. Et répondre à la question de l'identité aussi. Oui, c'est pas qu'un supplément d'âme. Hein. Voir la France au fond comme elle est, pas une France fantasmée, une France du passé, homogène, soi-disant homogène, mais non, une France dans sa diversité, dans sa pluralité. En fait, on dit l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais on devrait jamais dire l'électorat au singulier, ni de Mélenchon, ni de Macron, ni de personne. Il y a toujours des électorats. Et l'emporter en politique, c'est précisément, pour parler un petit peu comme Gramsci, réussir à constituer des blocs hégémoniques qui agrègent ensemble des fractions de la population qui, matériellement, n'ont pas les mêmes conditions de vie, qui vivent pas dans les mêmes coins, qui vivent pas avec les mêmes revenus, qui vivent pas avec le même accès aux services publics. Donc, l'enjeu pour un candidat qui prétend accéder, puisqu'on est en France à l'Élysée, c'est vraiment de réussir à être le point de jonction de ralliement entre des électorats au pluriel. Donc là, quand les gens disent que c'est clivant comme discours, c'est pas forcément ce que vous pensez. Non, alors, moi, souvent, ceux qui lui reprochent de cliver avec ce concept de Nouvelle-France, là, je vais quand même me sentir obligé de le défendre un peu. Il résonne avec une espèce d'opposition. Il y aurait d'un côté les classes populaires, les travailleurs, et de l'autre côté les femmes, les racisés. Oui, merci. Les seuls qui se sentent clivés par le concept de Nouvelle-France, c'est ceux qui sont vraiment persuadés que les classes travailleuses sont blanches. Et donc, c'est ceux qui sont vraiment convaincus par ce qui sous-tendait la fameuse analyse de la note de Terra Nova, alors qui a été déformée quand même, c'est pas possible. Mais oui, c'est la fameuse note de Terra Nova, etc. Bon bref, elle proposait plusieurs scénarios. Et en effet, un des scénarios était celui, en effet, de l'abandon d'une partie de l'électorat historique de la gauche pour privilégier un électorat de banlieue, de centre-ville diplômé, gna gna gna, etc., etc. Mais ce constat partait déjà sur une base fausse et raciste. La première, c'est qu'il n'y ait pas de personnes racisées. Parce qu'en gros, le cœur de la note de Terra Nova dont il parle, c'est pas tant qu'il faut changer d'électorat, c'est qu'il faut changer de discours politique. En gros, cette fameuse note, je sais plus comment elle s'appelle, proposait plusieurs scénarios de stratégie pour l'élection de 2012, et parmi elles, le scénario dont on parle de « on abandonne les classes populaires de la France périphérique pour se concentrer sur les banlieues et les centres-villes », c'était pas on change d'électorat, c'était de dire il faut recentrer notre discours politique, non pas sur les marqueurs classiques de la gauche, c'est-à-dire les travailleurs, les machins, etc., donc travailleurs organisés sous-entendu, mais sur les valeurs. Et donc les valeurs, ça correspond à des personnes qui sont mues par des valeurs de vivre ensemble, d'antiracisme, etc., donc vers plutôt dans les banlieues, comme s'il n'y avait que les banlieues qui étaient antiracistes et qu'il n'y avait pas de noirs et d'arabes ailleurs, et les valeurs progressistes qu'on retrouve chez les classes moyennes, diplômées de centre-ville, genre les valeurs LGBT, le féminisme, etc., etc., etc. Mais l'objectif, c'était de départir du discours de classe et de le substituer par un discours de valeur. C'est ça le fond de la note Terra Nova. Et donc, ce fond-là partait déjà d'un principe raciste, c'était de croire déjà que les valeurs ne comptaient que pour certaines populations, et que les autres, du coup, sous-entendu, c'était juste des travailleurs blancs, ils n'ont pas de valeur. Et partait déjà d'un présupposé raciste et classiste aussi, de croire que la classe ouvrière n'appartenait plus aux banlieues et aux villes. Et ça, c'est objectivement faux. La classe ouvrière est présente absolument sur tout le territoire, c'est les travailleurs, voilà, bon, bref. Et donc, comme dit Cervera Marzal, faut déjà avoir un
présupposés dans sa tête déjà racistes et classistes pour croire que ça peut être une stratégie analysée, quoi. Et surtout, la note avait pour objectif de monter un scam et qu'il était important de soutenir des valeurs sans nécessairement les défendre matériellement. Oui, c'est ça. C'est en mode, on défend des valeurs sans pour autant les défendre matériellement. Donc c'est en mode, c'était vraiment la note de Terra Nova, c'était en mode, on abandonne le matérialisme. J'allais dire matérialisme historique, mais on abandonne le matérialisme. Point barre. On abandonne l'approche matérialiste, l'approche en termes de classe sociale. On rentre dans un idéalisme libéral. C'était ça la note de Terra Nova. C'est pas, on va remplacer les ouvriers blancs par des Arabes qui traînent en bas des blocs, parce que c'est ce qu'ils font les Arabes, j'imagine. Cette opposition absurde, en fait, qui date déjà des débats de l'époque du rapport Terra Nova de 2011, en fait, me semble tout à fait, le social, le sociétal, ça c'est... Et voilà, le social et le sociétal, ça c'est un truc. Quand j'ai commencé à militer à la France Insoumise, un des trucs sur lesquels j'étais content d'être tombé au bon endroit, c'était que j'avais des camarades qui étaient tous d'accord pour dire l'opposition entre le social et le sociétal, c'est de la grosse merde, faut penser différemment. C'est l'ADN pur de la France Insoumise, de ne plus distinguer le social du sociétal et de tout considérer comme du social. Mais c'est juste que parce que penser que la stratégie de Mélenchon, c'est la stratégie Terra Nova, faut être sacrément raciste pour penser ça. Voilà. J'ai l'impression, dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon développe son idée de Nouvelle-France, qu'il est au-delà précisément de cette opposition, à mon avis, qui est une contrefaçon. Rémi Lefebvre. Alors, moi je pense que c'est effectivement très intéressant la Nouvelle-France de Mélenchon. C'est-à-dire en gros l'idée de faire des alliances de classe, et la gauche a toujours fait ça au PS des années 70, c'était la classe ouvrière et les classes moyennes, et c'est donc à la fois de l'électoralisme, mais aussi de la bataille idéologique. Alors moi le problème que ça me pose, il est double. Moi je veux bien que Révolution Permanente reproche son électoralisme à la France Insoumise. Mais qu'un mec qui milite pour une primaire de la gauche critique l'électoralisme, parce qu'admets que tu veux que personne vote pour toi et pour tes potes. D'abord, la Nouvelle-France exclut objectivement une partie des classes populaires. Et ça, il a quand même dit Mélenchon à plusieurs reprises. Il a dit, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. N'allez pas dans les territoires, on s'en fout, on n'a pas de... Donc en fait, c'est objectivement. Et donc c'est là où on retrouve Terra Nova quand même, dans le côté un peu marketing, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on décide de faire l'impasse. Mais il est au courant qu'il y a des... Alors déjà, il a pas dit ça, mais surtout, il est au courant que dans la stratégie qui était décrite par Mélenchon, c'était dans cette fameuse France périphérique d'aller vers les quartiers populaires de la France périphérique. Quand on parle de la France périphérique, c'est en gros les petites villes, les villes moyennes, les conurbations dépendantes d'une plus grande ville, etc. Et dans ces conurbations, il y a des bars HLM, il y a des quartiers populaires, il n'y a pas que des pavillons individuels. Et dans la stratégie de campagne électorale, c'était aussi de dire concentrez-vous sur là où il y a des prolétaires. Les quartiers populaires, c'est pas juste les banlieues parisiennes. Les quartiers populaires, il y en a partout en France. Il y a même des cités pavillonnaires qui sont des quartiers populaires. C'est fou, hein? Bah ouais, parce qu'il y a des prolos. Parce qu'il y a des pauvres dedans, en fait. Donc c'est des quartiers populaires. Oui, il y a même des quartiers populaires de blancs. Mais oui, parce que pour lui, quartier populaire, c'est les Noirs et les Arabes de banlieue parisienne qui me font un petit peu peur quand je passe les périphes. En gros, les fâchés, pas fachos, c'est fini. Ils sont tous fachos. Ils sont tous identitarisés. Donc il faut faire... Bon, c'est un principe réaliste, mais c'est un énorme problème parce que les milieux populaires, ils existent encore. Dixit, le mec qui vient de dire que c'était foutu parce que les macronistes étaient trop radicalisés pour voter Mélenchon. Mais attention, ce serait quand même dommage de dire que la France est fascisée. Mais d'ailleurs, Tibéri, c'est nul ce qu'il a dit. Attends, je comprends pas. Du coup, la France, elle s'est fascisée ou elle s'est pas fascisée? Tibéri, il dit de la merde? Oui, il a raison. Je comprends pas. On peut gagner ou on peut pas gagner? Vraiment, branche ton cerveau 2 secondes. T'es pas logique, tu te contredis en fait. Je suis d'accord de ne pas distinguer social et sociétal, mais il prend le risque d'identitariser encore un peu plus le débat. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle énormément de la question palestinienne, et c'est tout à fait légitime... Carrément. Identitariser le débat, et la Palestine, ça parle qu'aux Arabes. Très bien. D'accord. Oui, il est juste raciste en fait. Il exclut d'autres questions parce que très clairement, et on le voit bien au municipal, il y a une stratégie électoraliste d'aller chercher une partie d'un électorat racisé qu'il ne faut évidemment pas du tout abandonner. Ah ouais, il parle de la Palestine pour avoir le vote des Arabes. En 4K sur Mediapart comme ça. Bon après tu me diras, ça vaut pas mieux que ce qu'écrit Mediapart sur la stratégie électoraliste de Mélenchon. Donc tu me diras, il est au bon endroit pour dire cette dinguerie raciste. Mais... Oh là là, bizarrement, il parle beaucoup de la Palestine. Bah peut-être parce que ce qui s'est joué en Palestine a quand même fait bouger définitivement l'ordre du monde. Genre c'est quand même... Enfin, il y a eu quand même un point de non-retour qui permet derrière à Trump de kidnapper Maduro et d'envahir le Groenland et de positionner des bateaux de guerre pas loin de l'Iran. Il y a quand même eu un avant et un après. Ok, il y a aussi le Soudan, ok, il y a aussi... Mais bon, c'est pas pour rien que la Palestine, c'est aussi important.
C'est parce que justement, y compris pour les pour les autres peuples du Sud. Parce que c'était un truc, encore une fois, tu vois, genre c'était un truc que disaient beaucoup de gens, que ce soit au Congo, au Soudan, etc., où tu avais des militants qui étaient en mode, on regarde de près ce qui se passe en Palestine, parce qu'on sait que si même la Palestine, ça les bouge pas, alors déjà que les gens s'en battent les couilles de ce qui nous arrive à nous, mais si même la Palestine, il bouge pas, ça veut dire que nous, on va vraiment crever la gueule ouverte. Donc même dans les trucs que vous opposez en mode, hey, il parle de la Palestine, il parle pas d'autre chose, même les gens des autres choses dont vous parlez, ils sont en mode, on a regardé la Palestine avec frayeur parce qu'on s'est rendu compte que si ça bougeait pas là-dessus, nous, plus personne parlerait jamais de nous. Alors même qu'on parle jamais de nous. Genre même eux, ils avaient conscience qu'un tournant était en train de se passer au niveau de la Palestine pour eux. Si vous voulez qu'on parle autant du Soudan, du Congo, pourquoi vous en... Oui, c'est ça. Si vous voulez tellement qu'on parle du Soudan et du Congo, parlez-en. Allez-y. The floor is yours. Genre vraiment, allez-y. Après, désolé, en effet, moi je suis d'accord que pourquoi on parle plus de la Palestine. Moi je suis pas d'accord qu'on parle plus de la Palestine parce que ça plaît aux Arabes, mais parce que la situation est infiniment plus simple. Parce que la situation est beaucoup plus éloignée de nos intérêts matériels immédiats. Parce que le Congo, par exemple, quand tu t'y intéresses, tu trouves très très vite les intérêts économiques français, occidentaux. Tu trouves très très vite les intérêts des extractions minières, des trucs comme ça, qui mêlent la situation post-coloniale à la situation d'instabilité fondée par la France-Afrique au Congo, à la situation d'instabilité maintenue par et pour les grandes entreprises qui profitent de l'extraction minière / du vol des ressources minières du Congo. Et donc forcément, la situation est infiniment plus compliquée que les Israéliens, ils se sont foutus là, ils ont commencé à massacrer la population pour coloniser la terre. Là, c'est simple, tu vois, genre Israël-Palestine, c'est simple. Il y a des gens, ils sont ramenés, ils ont colonisé, c'est horrible. Quand tu commences à parler du Congo, là, t'es un peu obligé de reconnaître que mais du coup, ton iPhone. Mais du coup, le franc CFA. Mais du coup, les coups d'État qu'on a encouragés. Mais du coup, les différentes factions qu'on a montées les unes contre les autres en faisant croire que les Africains, de toute façon, ils réfléchissent qu'en tribus et que maintenant, ça a créé des véritables fractions locales qui font que c'est infiniment plus compliqué d'arriver et de dessiner une paix durable. Puis même, il y a un historique aussi autour de la lutte pro-pal en Occident. Il y a des luttes qui ont plus d'écho que d'autres pour des raisons historiques. Il y a aussi ça, bien évidemment. Ce que peuvent regretter beaucoup de diasporas qui viennent du Congo, du Soudan, de République centrafricaine, du Mali, etc., qui sont en mode, nous aussi, on est plein à être en France, mais personne s'intéresse à nous, tu vois. Genre, il y a aussi ça qui peut être frustrant. De toute façon, c'est que les gens qui font le whataboutisme de la Palestine en mode, vous parlez jamais du Soudan, bref, qu'ils aillent se faire foutre. Finalement, il identitarise beaucoup le débat, et je pense que ça va rendre très très difficile une victoire au deuxième tour. Très clairement. Il n'y a pas que cette identitarisation, il est effectivement sur le combat des racisés, sur les questions des violences policières qui peuvent être clivants pour une partie de la France, mais on l'a vu récemment, par exemple, sur la question de la dermatose. Le nombre de députés LFI qui se sont déployés dans les territoires que justement certains disent abandonner, la France des Tours, la France des Bourgs, ils étaient présents, ça a un peu surpris même. Ouais, mais bon. Parce que rappelle, lui, son truc, c'est Mélenchon identitarise le débat en disant qu'il faut arrêter d'être raciste. Désolé, mais pour que ça t'identitarise, faut déjà que t'aimes pas trop les Arabes. Et genre, la meuf qui est en mode, quand même, les violences policières, c'est pas juste de l'identitarisation, c'est quand même important. Et c'est vrai que, bon, la dermatose, ils étaient présents. Oui, mais bon, ça change pas le dosage quand même, globalement. Oui, mais bon, les agriculteurs, on s'en fiche. Et puis, en gros, globalement, ça reste des Arabes dont ils parlent, quoi. Genre, je veux dire, bon, c'est pas parce qu'il allait une fois soutenir des agriculteurs que... Bon, voilà. De toute façon, moi, je l'ai pas lu dans les médias, donc je m'en fiche, quoi. C'est une manière un peu de corriger un peu. C'est une façon de corriger. Du coup, si c'est une façon de corriger, ça veut dire qu'il y a une autocritique sur le manque de projection vers les réalités rurales et donc que la France Insoumise fonctionne correctement, vu que leur autocritique les pousse à rééquilibrer leur façon de faire de la politique. Donc c'est positif. Non, mais c'est pour qu'on puisse plus les critiquer. Voilà. C'est parce que c'est pour que ma critique elle tient plus, alors que ma critique elle tient parce que j'aime vraiment pas Mélenchon. Voilà. C'est contre moi qui fait ça. Ou alors la France Insoumise réagit à l'actu. Il y a eu Gaza, les mobilisations agricoles, c'est de l'actu. Naël, c'était de l'actu. Peut-être éventuellement que juste les médias parlent jamais des agriculteurs parce que pour eux, la FNSEA et la coordination rurale et la Confédération paysanne, c'est pareil, c'est des cutéreux qui parfois ils balancent du lisier dans les permanences parlementaires. Mais comme la Confédération paysanne, c'est un peu trop des gauchistes, du coup on va pas les écouter au hasard. Globalement, le curseur, il est quand même beaucoup sur ces sujets-là. D'ailleurs, on le voit très bien en municipal. Par exemple, il parle beaucoup de la question palestinienne, alors que c'est pas dans les compétences des municipalités. Enfin, il y a un côté un peu... Où et quand? Alors oui, déjà il y a les jumelages, etc. Mais genre, tu sais, par exemple, au hasard, Toulouse, il y a une grosse industrie aéronautique à Toulouse. Quand même un sujet qui soulève beaucoup de personnes, qui concerne beaucoup des travailleurs de l'aéronautique qui peuvent être concernés par ça. Marseille,
t'as les dockers. Toulouse est jumelée à Tel Aviv. Non mais surtout que genre, oui, l'interdiction des manifs pro-palestiniennes, la question des libertés publiques en règle générale, et surtout genre, désolé, mais quand tu écoutes, j'ai pas écouté beaucoup de meetings des municipales, mais le peu de prise de parole que j'ai entendu, oui, ok, d'accord, ça parle de la Palestine vite fait, mais bon, ça parle surtout d'autres sujets que ça t'intéresse bien de pas les écouter, quoi. Même juste outre ça, pourquoi est-ce qu'ils parleraient pas de la Palestine? Genre, pourquoi est-ce qu'ils parleraient pas d'un sujet qui tient à cœur énormément de Français et qui a dégoûté une grosse partie de la population parce que leurs putains de maires ont dit des trucs anti-palestiniens de dinguerie, genre Moudinque, l'exemple de Toulouse, Moudinque, les dingueries de racisme anti-palestinien qu'il a dites, les habitants des villes, ça les choque de savoir qu'un mec qui est capable de dire ça et de tenir ce genre d'opinion va s'occuper des laissés pour compte de leur ville. Enfin, du coup, ne va pas s'en occuper et va avoir cet avis-là sur les laissés pour compte de l'entièreté du monde. Genre, donc, désolé, oui, ça reste un sujet qui soulève énormément les affects parce que c'est révélateur de la façon dont tu vas traiter ta propre population. Rebonjour YouTube, j'ai changé de décor, mais vous regardez toujours la même vidéo. Ce qu'on sait, c'est que plein de gens, y compris dans le centre-gauche, comme par exemple Raphaël Glucksmann, dans Le Point, la seule candidature qui Ah, donc là, il redévie sur est-ce qu'une primaire est possible. favoriserait le RN, c'est celle de Mélenchon, nous disent ça, ou Pierre Moscovici, cacique socialiste, ex-cacique socialiste, dit sur RTL, c'est le meilleur allié du RN. Pierre Moscovici, c'était le premier à avoir accusé Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme de toute sa carrière. Fun fact. Parce qu'au moment où Pierre Moscovici commençait à faire des trucs de droitard, notamment quand il était ministre des Affaires européennes à l'époque, je pense, sous Hollande, Mélenchon, il avait dit Pierre Moscovici ne parle pas français, il parle la langue de la finance internationale. Voilà, en gros, il parle pas au peuple, il parle globalement aux gens qui ont de la thune et qui ont des intérêts économiques. Et Moscovici avait été le tout premier à dire Mélenchon est antisémite car je suis juif. Et c'est un dog whistle antisémite de sous-entendre que la langue de la finance, c'est quoi? C'est le yiddish, c'est ça? Donc voilà, fun fact, Pierre Moscovici avait été le premier à utiliser l'accusation d'antisémitisme pour éviter de répondre à Mélenchon qui, globalement, l'accusait d'être un vendu aux intérêts des grands patrons et des banques. Ce qui me choque, c'est que Mélenchon dit ça de tout le monde, mais Moscovici fait gna c'est antisémite. Oui, c'est ça. Donc maintenant, Moscovici qui dit que Mélenchon est le meilleur allié du RN, bon, tu me diras. Hein. Alors, ouais, sur le thème avant, je pense qu'on pouvait être rationnel sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on pouvait objectiver des choses. Là, on rentre dans une nébuleuse, une configuration Mélenchon Bardella. Là, on est dans un truc où tous les repères sont annihilés. D'accord, mais on est d'accord que nombre de commentateurs médiatiques y pensent et nombre de dirigeants politiques y pensent aussi. D'accord. Et c'est une configuration probable. Donc du coup, il faut essayer d'anticiper. On peut faire cet exercice intellectuel d'anticipation. Voilà. Alors par rapport à... Donc qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il pense de ce système, de cette anticipation et voilà, qu'est-ce qu'il en pense du coup de cette possibilité? Ce que dit Glucksmann ou Moscovici, alors avec qui je partage pas vraiment la même analyse politique, je pense quand même que effectivement, par exemple, le RN rêve de cette configuration-là. C'est objectif, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est beaucoup plus. Donc attends, rappelle Moscovici, il a dit que en gros Mélenchon c'était l'allié objectif du RN, et lui il dit bien sûr que le RN rêve de la configuration et ils sont contre Mélenchon. Donc c'est quoi la différence avec le fait que Mélenchon soit un allié objectif du RN du coup? Vas-y, je baisse le son de la vidéo. Probable qu'un candidat plus modéré, et c'est pas pour ça qu'il faut que je l'appelle de mes voeux, mais bah, tu veux quand même une primaire ouverte de toute la gauche dans laquelle il n'y aurait pas Mélenchon ni Glucksmann. Donc bon, tu veux quand même quelqu'un de plus modéré que Mélenchon, quoi. Plus de chances de battre Mélenchon au deuxième tour que Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle, on n'a pas... Le lapsus de battre Mélenchon au deuxième tour. Le mec a fait un lapsus, il a confondu Mélenchon et Bardella. Genre, cache-toi mieux, en fait. Cache-toi mieux. Le droit de parler un candidat de gauche plus modéré, c'est ça que vous dites? Oui, ou plus rassembleur au deuxième tour, c'est mécanique. Et bien sûr, il ne l'appelle pas forcément de ses voeux. Bien évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il appelle de ses... Mais quelqu'un qui serait plus rassembleur que Mélenchon. Bien sûr, je n'appelle pas du tout de mes voeux. Je ne veux absolument pas quelqu'un de moins de gauche que Mélenchon. Mais quelqu'un de plus rassembleur, qui pourrait faire voter les macronistes. Question sincère, quel politicien de gauche est plus rassembleur sans être raciste? Bah, c'est une très bonne question, ce Dame Legros. Des électeurs qui n'ont pas voté pour vous au premier tour, il faut réussir à les rassembler au deuxième. Et donc, effectivement, moi j'ai quand même, on n'a pas le droit de parler des sondages, mais si on regarde simplement le socle électoral... On n'a pas le droit de regarder les sondages, mais si on regarde les sondages quand même, parce que moi, je ne fais mon opinion, je ne la fais que à partir des sondages, parce que je ne sais pas regarder autre chose que les sondages. Mais plus rassembleur, tu mets qui? Wesh, on dirait il y a pléthore de gens méga... Oui, t'as l'impression que t'as plein de gens qui sont infiniment plus populaires que Mélenchon. Mais parce qu'en fait, tu sais, c'est les... Parce
parce que pour parler des sondages, c'est les trucs de popularité. Tu sais, c'est les trucs de popularité en mode « Oh là là, qui est le politicien que les Français préfèrent ? Oh là là, les gens préfèrent Olivier Faure, regarde, il y a un plus faible taux de gens qui détestent Olivier Faure. » Bon, par contre, il y a très peu de gens qui adorent Olivier Faure. Globalement, les gens ont une opinion moyennement positive de Olivier Faure. Mais c'est la preuve qu'il est plus rassembleur que Mélenchon. Bah non, ça veut dire qu'il rend tout le monde apathique et personne n'a envie de penser à lui, quoi. Oui, c'est le fameux truc de « Oh là là, qui est la personnalité politique de gauche préférée des droitards ?» En mode « Oui, ok, merci. » On est à un socle électoral, à regarder le socle électoral, l'extrême droite est quasiment à plus de 35%. Avec la droite, on est à 45%. Donc concrètement, ça veut dire que Bardella, il a assuré 45% au deuxième tour, globalement. Donc il a presque rien à gagner pour le deuxième tour. Le pourcentage des gens qui participent Oui, à nouveau, tu ne d'accord. prends pas en compte l'abstention. Et D'accord. l'abstention, Mais pensez qu'une armée... Donc l'extrême droite est très fort. Voilà. Mais attends, mais du coup, lui, en fait, ce qui est fascinant, c'est que lui, juste son message, c'est « La gauche ne peut pas gagner ». Genre, il dit « Regardez, l'extrême droite, ils ont un gros socle, et en plus, ils ont la réserve de voix de la droite LR, etc. » La droite LR, elle va pas voter pour quelqu'un issu de l'union de la gauche. Ils sont déjà fascisés, genre. Du coup, c'est vraiment en mode « Bah, c'est foutu ». Lui, en fait, tout son message, c'est globalement « C'est foutu, la gauche peut pas gagner ». Emmanuel Cervera-Mersal, qu'est-ce que vous dites? Parce que justement, le discours de Rémi, et je dis pas que c'est le cas, mais c'est le discours qui est tenu par beaucoup de gens qui disent ça ne passe jamais. Qui ne croit pas, parce que là, donc, il est Cervera-Marzal qui a dit bah quand même l'abstention, vous oubliez ce facteur-là. Il dit oui, mais je ne crois pas qu'il y ait une armée d'abstentionnistes, etc. C'est les mêmes qui vont reprocher à Mélenchon d'avoir comme stratégie d'investir les quartiers populaires. Tu crois ils sont où les abstentionnistes? Enfin, les abstentionnistes qui ont intérêt à voter à gauche. Ah bah oui, ils sont les quartiers populaires. Ah mais c'est peut-être pour ça que Mélenchon il dit qu'il faut se concentrer sur les quartiers populaires parce qu'en fait c'est là où les abstentionnistes ils sont. Genre tu sais c'est vraiment genre les gens ne savent pas, ils sont trop racistes pour connecter quartier populaire et abstentionniste. Pour eux quartier populaire égale arabe égale racialisme égale c'est pas bien Mélenchon. Non c'est fais une autre connexion neuronale et tu comprendras peut-être. Pile Mélenchon père, face Mélenchon père, triste tranche Mélenchon père, pièce dans les airs Mélenchon père, pas de pièce Mélenchon père. Oui c'est ça. C'est vraiment c'est foutu. Rentrez chez vous. Si on veut, on se met d'accord que c'est sûr que Mélenchon, comme le disent les sondages aujourd'hui, va perdre avec... Les sondages aujourd'hui nous disent 26% au second tour face à Bardella. Vous y croyez sérieusement à ça? Mais alors, ok, croyons-le et arrêtons. Dans ce cas-là, on s'arrête maintenant, on rentre chez nous. Voilà. Ça, c'est le militant peut-être qui parle, pas le militant insoumis, juste l'homme de gauche, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est le seul qui a un réflexe de militant. C'est le seul qui a un réflexe de dire mais on peut pas juste abandonner cette pensée juste parce que les sondages et la droite nous disent c'est foutu, rentrez chez vous. Genre c'était en mode genre le principe d'un militant c'est de se battre. Et la question c'est est-ce que la France insoumise est en capacité de mener ce combat? C'est ça la question que tu dois te poser quand t'es de gauche et que tu fais une analyse de la situation politique. Genre si tu veux que la gauche gagne, dans l'idée, normalement c'est ça d'être de gauche, normalement c'est que tu veux que la gauche soit au pouvoir. Genre, ou alors sinon t'es pas de gauche, hein, désolé, je sais pas ce que t'es, mais t'es voilà. Je me battrai s'il y a un second tour Mélenchon, Le Pen, je peux avoir toutes les réserves du monde et je peux être même intimement convaincu qu'il perdra, je me battrai pour qu'il gagne. Rémi Lefebvre, il vous dit qu'il ne croit pas que les centristes vont... le fera peut-être avec moi. Mais bien sûr, moi je voterai Mélenchon au deuxième tour, il n'y a aucun problème. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la configuration, j'ai dit qu'elle était totalement inédite, zone d'incertitude absolue. En fait, pas tout à fait, parce qu'aux législatives de 2024, il y a eu plusieurs dizaines de seconds tours qui se sont joués entre un candidat insoumis et un candidat du RN de l'Alliance d'extrême droite. Alors certes, c'est dans des circonscriptions qui ne représentent pas forcément l'ensemble du pays. Mais là, j'attire votre attention sur un point important. Dans ces configurations-là, les électeurs du centre se sont retrouvés à devoir choisir entre le RN... Voilà. Là, il pose la vraie question qui fâche de, bon, les électeurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils font dans une configuration où ils choisissent entre, finalement, ce qui pour eux représente la peste et le choléra pour certains, tu vois, genre, parce que, non, derrière, dans les discours médiatiques, on nous présente ça comme la peste et le choléra, Mélenchon, Bardella, avec des grandes envolées lyriques à la Antoven qui disent « Je voterai Bardella, puis je rentrerai en résistance ». Et c'est vrai qu'on a observé quand même, je sais pas s'il va aller par là, mais on a observé quand même dans les législatives, que par rapport aux autres candidats du NFP, il y avait une moindre tendance des macronistes à voter insoumis et même une moindre tendance des candidats macronistes à honorer leurs promesses de retrait et d'appel à voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a 43% qui ont voté pour les insoumis, il y en a 25% qui ont voté pour le RN et le reste c'est abstenu. Donc la majorité d'entre eux, quand même, ces électeurs centristes, je suis d'accord, il y a une droitisation du centre, enfin il suffit d'ouvrir les yeux tous les jours, mais attention, c'est surtout une droitisation des élites centristes en fait. C'est une droitisation de la classe politique centriste, c'est une droitisation des éditorialistes centristes. Je pense que les électeurs ne suivent pas forcément mécaniquement cette droitisation. Et ça serait que c'est la grosse question
Et c'est un petit peu, c'est pour ça qu'au début de l'émission, ils se sont un peu écharpés sur Tibéri, qui fait le constat, qui fait le constat aussi d'une droitisation par le haut, qui dit, bah, en vrai, quand tu fais un sondage dans la société française, on observe que la société française est beaucoup plus progressiste qu'elle ne l'était à l'époque, qu'en fait, en termes de progressisme, ça ne fait que augmenter. Donc, il y a un progressisme général de la population française. Et en fait, on a des élites qui deviennent de plus en plus réactionnaires, mais ce discours n'infuse pas forcément dans le peuple. Sauf qu'en fait, le problème, je trouve un petit peu dans cette analyse, surtout si tu essaies de comprendre un petit peu la droitisation, tant électorale que machin, etc., c'est que rien que tu regardes l'exemple de l'homonationalisme, les Chenus, les Jean-Philippe Tanguy, etc. En fait, pour moi, ce progressisme-là n'est pas forcément corrélé à un vote à gauche. C'est-à-dire que les gens peuvent être plus progressistes sur les questions des droits des femmes, sur les questions des homosexuels, même sur les questions du racisme, etc. Ce n'est pas forcément incompatible avec une identification du vote pour l'extrême droite comme un vote qui soit compatible avec le progressisme, puisque on n'arrête pas de parler de la dédiabolisation de l'extrême droite, mais c'est bien sur un fond de ils sont plus antisémites, ils sont plus homophobes, ils sont plus contre les droits des femmes, regarde, ils défendent les femmes contre les immigrés, etc. Donc t'as tout un truc où je me méfie aussi du mirage d'une France plus progressiste, comme une espèce de lame de fond qui donnerait un socle naturel à la gauche, parce qu'en fait, à partir du moment où le comportement électoral n'est pas rationnel, les gens ne votent pas selon une grille objective de tu penses ça, donc tu dois voter ça, etc., etc. Je me méfie de tirer une conclusion directe en mode donc ils vont voter à gauche, parce que je pense qu'au contraire, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas leur vote à droite comme incompatible avec des valeurs féministes et pro-LGBT, etc., là où c'était incompatible il y a plusieurs années. Donc, je me méfie un petit peu. Pareil sur la question de la classe sociale, tu vois. Tu peux très bien avoir des gens qui ont des affects de gauche, des affects méfiants envers les puissants, envers les patrons, des affects de revanche et de sentiment de devoir de résistance face à Bernard Arnault, etc., qui se conclut du coup dans un vote à l'extrême droite parce qu'ils préfèrent, je sais pas, la préférence nationale, ou alors tout simplement parce qu'ils identifient dans ces figures non pas des gens qui sont problématiques parce que c'est des patrons et que c'est le pouvoir capitaliste qui est pas bien, mais juste des mauvais patrons. Ils disent on a une mauvaise classe dirigeante, il faut la remplacer par une bonne classe dirigeante, tu vois. Et ça, c'est parfaitement compatible avec le fait d'avoir un affect négatif envers les classes dirigeantes de ce pays. Le bouquin de Vincent Tibéri, qui est très intéressant, il pose toute une série de problèmes. À mon avis, il fait des enquêtes, mais pas en face à face, par exemple. Il fait en face à face. Et du coup, il sous-estime aussi sans doute ces phénomènes. Après, moi, par exemple, je pense que la France soit à gauche économiquement. Oui, mais par exemple, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les Français sont favorables à taxer les riches, mais par exemple, le montée sur la discours de l'assistanat augmente énormément. Donc en fait, ils sont divisés sur la question économique. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Idem sur la question du libéralisme culturel. Qui a l'air de l'obséder sacrément, le libéralisme culturel. Oui, tu peux parler du racisme. Tu as le droit de dire les termes. Le racisme, l'homophobie, dis les termes. Le libéralisme culturel, ça veut dire quoi? On peut être tout à fait contre l'homophobie et en même temps penser qu'il y a trop d'immigrés. Et globalement, alors c'est peut-être que... Et puis Tibéri, il dit aussi qu'il y a des effets de cycle. Et en ce moment, les chiffres quand même, c'est incontestable. Sociologue fait une étude, politologue, je pense. Oui, c'est ça. En fait, comment dire? Encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure sur mes réserves a priori. Après, vous me direz, moi aussi, je suis politologue. Politiste. Et oui, moi aussi, je suis politiste. Moi aussi, je sors ça de mon cul, tu vois. Genre, donc, je suis au même niveau que Rémi Lefebvre là-dessus. Je ne suis qu'un béotien militant France Insoumise. Mais je suis d'accord qu'il donne pas non plus de substance. Il dit, oui, Tibéri, il dit que voilà, mais pourtant, il y a quand même des gens qui aiment pas l'assistanat, il y a quand même des machins, etc., etc. Donc, bon. Je suis un peu d'accord avec lui, c'est exactement ce que je disais sur, bah voilà, typiquement le truc de la proposition homonationaliste rend parfaitement compatible l'homophobie avec le fait... Et d'ailleurs, by the way, moi je trouve que l'exemple de l'homophobie c'est un mauvais exemple parce que la question de l'homosexualité, à mes yeux, n'a pas assez de poids politique en France pour susciter une réaction électorale. Dans le sens où, il y a 2 fois dans l'histoire politique française où on a vu se détacher un électorat LGBT, un électorat homosexuel en règle générale, parce que de toute façon les trans ils pouvaient pas voter à l'époque, et encore c'est compliqué aujourd'hui. Ça a été en 1981, parce que dans le programme du Parti Socialiste, il y avait la dépénalisation de l'homosexualité, et ça a été en 2012, puisqu'il y avait dans le programme du Parti Socialiste le mariage pour tous. Je me demande si peut-être pour le PAC, si on avait pas un aussi, etc. Mais dans ces gros jalons, on va dire, de l'histoire, des droits, dépénalisation de l'homosexualité, mariage. À moins d'une bataille culturelle intense, comme on a vu par exemple Trump et l'extrême droite états-unienne mener sur la question des trans, des homosexuels, des drag queens, etc., qui prennent en France, je crois pas que ce soit un facteur particulièrement déterminant. Par contre, en effet, un des facteurs déterminants et que j'identifie beaucoup plus dans ce qu'il dit, c'est la question de l'assistanat, en effet. C'est-à-dire que tu peux
très bien dire faut taxer les riches, mais en échange, ce qu'on taxe, on le file pas aux assistés. On le file à moi parce que moi je mérite. Et puis Tibéri, il dit aussi qu'il y a des effets de cycle. Et en ce moment, les chiffres quand même, c'est incontestable, sur le fait qu'il y a trop d'immigrés en France. Il y a même un électeur LFI sur 2 qui juge qu'il y a trop d'immigrés. J'adore parce que depuis au tout début de l'émission, ils ont dit à Mediapart, on ne commente pas les sondages, donc on ne commentera pas les sondages. Du coup, forcément, le sociologue, il dit bah voilà, donc Tibéri, il a fait une enquête, c'est pas un sondage, c'est une enquête longitudinale sur plusieurs années, etc. Donc on peut citer ça. Le mec, il dit mais ouais, mais si vous écoutez les sondages sur BFM TV, quand même, les électeurs LFI aussi, ils pensent qu'il y a trop d'étrangers. T'es en mode, mais on a dit pas les sondages. Et après, sur la réserve, je voudrais quand même. Tu prends la question des législatives et le fait que des électeurs. Mais c'est pas pareil quand même. Hein. Un deuxième tour d'élection présidentielle et voter pour un candidat LFI dans le cadre d'une alliance NFP qui était en gros l'idée qu'en fait, on envoyait quelqu'un de gauche. Membre d'une majorité à l'Assemblée, c'est pas du tout la même chose que voter au deuxième tour face à Mélenchon. C'est encore plus puissant du coup. Genre en fait, dans le cadre des législatives, pour qu'on ait une majorité de gauche, il faut quand même une conjonction de circonstances qui est à l'échelle du pays, que tout le monde vote localement pour son député et vote pour le député de gauche en faisant le pari que ça va envoyer une majorité de gauche à l'Assemblée et que le FN sera battu. Alors déjà, envoyer une majorité de gauche, c'est pas forcément ce que voulaient forcément les électeurs du centre, mais ils voulaient surtout que l'extrême droite ne gagne pas. Bref, soit dit en passant. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple d'imaginer un second tour où c'est pas peut-être que je vote pour mon député et si la circonscription d'à côté, celle de côté, celle de côté, celle de côté vote aussi pour son député de gauche, on va s'en sortir. C'est je vote pour le fucking président. T'as une seule personne pour qui voter. Là, c'est moins compliqué justement. Et très clairement, et malheureusement, il faut être clair, les idées aujourd'hui du Rassemblement national se sont banalisées. La dédiabolisation a en partie fonctionné et il y a très clairement, je le répète, une partie des électeurs modérés qui pensent que c'est plus grave d'avoir Mélenchon à l'Élysée, sans doute aussi dans un contexte géopolitique qu'on connaît, que Mélenchon, ce que je regrette. Hein. Et oui, depuis tout à l'heure, il fait que des lapsus où il dit Mélenchon à la place de Bardella. Ah ouais, bah, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un ops. Je suis circonspect sur ce personnage. Voilà. Ça sera mon analyse. Bon, en fait, il est juste anti-Mélenchon, quoi. Oui, ça, oui. C'est un ancien prof de mon labo, oui, aile gauche du PS, mais sauce dem quand même. Oui, donc un peu quand même universaliste. Il aime pas trop qu'on lui parle des musulmans, quoi. Globalement, non, c'est pas ça? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Oui, il a dit que parler de la Palestine, c'est un problème aussi. Ok, oui, c'est vraiment un mec du PS. Et que c'est la preuve qu'il y a un clientélisme électoral envers les gens issus de l'immigration. C'est vraiment un mec du PS. Oui, c'est vraiment un mec du PS. Bref, pardon, on reprend. La question centrale, vous l'avez évoquée, c'est celle de la diabolisation de la France insoumise dans les discours politiques, médiatiques, que Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs lui-même reconnaît. Le New York Times a écrit que pour M. Trump, le symbole des problèmes qu'il y a avec les musulmans et le sionisme en Europe, c'est en France que ça se trouve, et c'est moi, Mélenchon. Me voilà donc diabolisé à échelle du monde. Pour moi, le RN appartient à l'arc républicain, ce que n'est pas LFI. Voilà, donc on ne peut pas trop faire de prédictions sur le second tour, mais la question c'est que si on a cette configuration politique-là, Mélenchon contre un candidat ou une candidate d'extrême droite, la question qui se pose, c'est est-ce que la diabolisation, vous le dites, elle est très forte, et la détestation, vous avez parlé de détestation, est si forte qu'il pourrait y avoir plutôt qu'un front républicain, un front anti-Mélenchon. Moi, je crois malheureusement à cette hypothèse, et je déplore cette diabolisation. Oui, je déplore cette diabolisation, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'elle est là, en fait. Donc, il faut compter que ces représentations. Moi, je me demande même, tu vois, Manuel, si toi, tu dis, Jean-Luc Mélenchon va gagner la présidentielle. Moi, je pense qu'il ne veut pas la gagner, en fait. Vraiment? Ça, c'est vraiment... Oh. L'élément de langage. Non, mais il ne veut pas le pouvoir, en fait. Mais tu sais, mais c'est marrant parce qu'on disait exactement pareil de Le Pen. Genre, c'est vraiment, on est dans 2002 inversé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que du coup, ça leur permet de dire non, mais Mélenchon, tout ce qu'il veut, c'est faire chier la gauche, alors que moi, je veux que la gauche, elle gagne. Et du coup, tout ce qui sert Mélenchon, c'est d'empêcher que je fasse ma super primaire de la gauche parce qu'on va gagner grâce à la super primaire de la gauche. Alors que même, il donne tous les arguments qui prouvent qu'en fait, la gauche, point barre, ne peut pas gagner. En fait, genre, moi, ce qui est fascinant, c'est que ce mec, il milite pour une primaire de la gauche, tout en disant que de toute façon, la gauche, c'est finito. Rentre chez toi, ne fais plus rien, tais-toi. Ne participe pas à la discussion politique dans ce cas. Oui, c'est insupportable. En fait, il veut choisir les perdants. Genre, ça n'a aucun sens. La logique, c'est quoi? C'est de consolider sa base. Mais comment, pourquoi avoir été aussi loin dans la brutalisation, dans la conflictualisation? D'ailleurs, c'est délirant. Parce... pour consolider sa base. Tu viens de dire qu'il veut consolider sa base. Du coup, c'est pour ça qu'il va dans la radicalisation. C'est pour consolider sa base. Pour que sa base voit en lui quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il dit et qui ne va pas
trahir comme l'a fait le PS dans lequel tu as milité pendant des années et dont ton père était maire. Trop débile. Mélenchon n'arrête pas de reprocher aux journalistes de le diaboliser, mais il les insulte en permanence. Il insulte les journalistes, il n'arrête pas de critiquer les journalistes. Ouais, bah il a raison, ouais. Quel journaliste déjà? Ouais, on les insulte, ouais. Mais surtout, on parle de qui quand on parle des journalistes? On parle de Charlotte Belaïch, Olivier Perroux. Il est dans une stratégie d'hyperconflictualisation. On ne peut pas gagner l'élection présidentielle comme ça. Ça marche pas comme ça, l'élection présidentielle. Manuel et Sarah. Ouais, ces campagnes de diabolisation, premier point, elles sont à double tranchant. Elles peuvent certes contribuer à le marginaliser, mais dans un contexte avec de fortes secousses comme on le connaît, elles peuvent aussi potentiellement lui donner du crédit en faisant de lui le porte-parole, le tribun des colères populaires. Premier point. Deuxième point, très souvent, ceux qui participent le plus activement à ces campagnes de diabolisation, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui vise, c'est l'idée d'une alternative de gauche sociale et écologique à l'ordre capitaliste. Oui, merci. Oui, merci. Oui. Si c'est pas Mélenchon, ce sera quelqu'un d'autre. Oui, Si ça, Mélenchon c'est le truc à n'existait pas, rappeler. ce serait celui qui a gagné ta putain de primaire de merde de la gauche des perdants, de la gauche des losers. Ces campagnes, elles ont été à l'identique. C'est une nouvelle forme de l'anticommunisme. Elles ont été à l'identique, menées en Grèce contre Alexis Tsipras, en Espagne contre Pablo Iglesias, contre Zoran Mamdani. Ça me fait rire. Aux États-Unis, à New York. Qui célèbre Zoran Mamdani. Alors certes, c'est pas exactement la même figure que Mélenchon, mais qui critique Mélenchon ici et qui célèbre Mamdani là-bas. Leurs programmes, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes, leurs programmes déclinés localement, en fonction des donc et demain, il faut pas croire. Demain, si à la place de Mélenchon, qui est annoncé par nous deux, par d'autres, je pense, comme pouvant aller au second tour, si demain c'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais c'est Clémentine Autain, c'est François Ruffin ou c'est Marine Tondelier, cette dernière, elle l'a dit. Elle a eu la sincérité de le dire. Les arguments, ce seront les mêmes, repris à l'identique contre elle. Oui, les mairies écolos qui se sont pris des campagnes. En plus, là, en ce moment, c'est les municipales. On peut mesurer. Genre là, voilà. On va parler d'une mairie écolo à Lyon où il y a une campagne ultra crade qui vise le maire sortant qui se représente là, Grégory Doucet. Alors, je sais plus où, mais en tout cas, je sais que c'est ELV qui se représente, etc. Bref, on s'en fiche. Et genre, t'as une campagne intense de la part de Jean-Michel Aulas, le candidat de la droite, qui prend le moindre petit truc. Oui, les vélos. Vous avez commandé des vélib électriques et ils ont disparu. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent public? Oui, les écolos, vous mentez sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, les écolos. Et en fait, genre, Grégory Doucet, c'est un maire écolo un peu droitard, tu vois. Genre, il aime bien la gentrification, il aime bien le vélo, les pistes cyclables, etc. Tu vois. Et genre, même là-dessus, Jean-Michel Aulas le présente comme une espèce de Khmer vert communiste, bolchevique, je sais pas quoi, parce que le but, ce n'est pas de décrire la réalité, le but, c'est de créer du discrédit pour booster sa candidature. Bref. Là, s'il tape sur tout le monde, mais il répond pas quand on lui parle de ses affaires louches. Ah bah ça, c'est clair que l'Olympique Lyonnais, bref, c'est du Trumpisme. Bah oui, c'est de l'anticommunisme moderne, en fait. Genre, c'est la déclinaison moderne. Comme quand on parle des islamo-gauchistes, c'est comme les judéo-bolcheviques, c'est pareil. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sous-estimes. Aujourd'hui, il y a une personnalisation de la vie politique. La personnalité des candidats, c'est quelque chose qui compte. Ah oui, c'est vrai que la personnalité de Marine Tondelier, elle va soulever les foules. En fait, c'est que tous ces arguments se retournent contre lui. Soit parce que ça veut dire que même le candidat issu de sa super primaire de la gauche gagnerait pas, soit pour dire que du coup tous les autres candidats de ces primaires de la gauche, tout le monde s'en bat les couilles. Genre oui, il y a une personnalisation, donc je préfère quelqu'un qui soulève les foules, que ce soit en positif ou en négatif. Genre c'est tout. Effectivement, la question de l'image joue d'ailleurs au passage. Il entérine ça puisqu'il essaie de changer son image. Je comprends pas les gens qui trouvent que Mélenchon essaye de changer son image en ce moment. Moi, ils disent pas ça un peu tout le temps par hasard? Mais déjà oui, ils le disent littéralement tout le temps. En fait, ils le disent à chaque fois que Mélenchon fait une apparition télévisée où il est calme. Et genre t'es en mode mais genre il a toujours eu des moments où il était calme, posé, présidentiable, etc. Et d'autres moments où il était un peu plus... Genre là typiquement, ils font que montrer des exemples de son meeting, je crois à Villeurbanne, où il fait que chier sur les journalistes. Ça change pas beaucoup son image. Là littéralement à Toulouse, il a dit oui, on est pour le grand remplacement, c'est génial. Est-ce que c'est pas aussi à cause du débat international où il a fait un peu vite fait le mec respectable par hasard? Ouais, mais il a toujours fait le mec respectable sur l'international. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais je pense que c'est à cause de ça, oui, je suis d'accord. Surtout que maintenant, il est dans une situation où il a beaucoup tapé sur les journalistes et maintenant il est dans une situation où il est beaucoup plus sélectif. Et je crois qu'il en parlait quand il était venu pour la deuxième fois, je crois, chez nous à l'époque. Oui, maintenant il est en mode, maintenant je fais beaucoup plus gaffe et je refuse beaucoup plus de demandes d'interview parce que c'est bon, là j'ai déjà donné, ça va, flemme de me faire insulter, etc. Mais du coup, je pense que ça veut dire que quand il est invité sur un plateau télé, ça veut dire qu'il a négocié des conditions beaucoup plus apaisées et qui permettent de le montrer aussi comme plus calme, tu vois. C'est qu'il a aussi un rapport de force avec les plateaux télé qui veulent absolument l'inviter parce que bon, on a Mélenchon et on sait que ça fait des stats, mais du coup, il est beaucoup plus en mesure de négocier les conditions, quoi. Non mais là, Robo JLM est passé en mode présidentiel, donc ils sont en mode ah tiens, ils font ça tous les 5 ans. Oui, c'est vrai qu'ils nous font ça à chaque fois. Dans les 2-3 grands débats qui ont lieu dans les 2-3 derniers mois de la présidentielle, à chaque fois, il gagne 3 points le soir même de chaque. Vous vous dites de toute façon, c'est dans les 6 derniers mois que ça se joue. Bien sûr, c'est là qu'il gagne 15% et c'est le
soir de chaque débat qui gagne. Et Oui, ça, mais ils sur sont le pas socle de filtrés. gauche, Manuel, le jour, pas le sur jour les de la autres. commission parlementaire de la commission Wauquiez, j'ai jamais vu autant de gens autour de moi qui avaient regardé une audition d'une commission parlementaire. Les gens savaient même pas que ça existe, ils se sont mis à regarder ça. Et les gens qui, même la veille, la semaine passée, me disaient non mais Mélenchon c'est insupportable. Et hop, la liste de tous les griefs, ils m'ont dit ah quand même pas mal quoi. Oui, mais peut-être. Manuel, t'es entouré de gens de gauche. Bah oui, c'est les gens de gauche. Mais il est con. Les gens de droite, ils l'aiment Oui. pas. Ah, merci. Le but, Merci. c'est que les gens de gauche votent pour lui. Surtout, il vient de décrire qu'il était entouré de gens comme Rémi Lefebvre, qui sont en mode gna Mélenchon, il parle trop fort, et puis les perquisitions, et puis machin. Et dès qu'ils voient Mélenchon parler, ils sont convaincus. Tout comme je suis sûr Rémi Lefebvre, qui a un amour contrarié pour Mélenchon, et que dès qu'il voit Mélenchon en campagne, il se fait avoir en mode ah, quand même, putain. Et après, il est en mode me fait chier parce que quand même la démocratie interne, genre, vous êtes tous comme ça, on connaît votre mentalité de petits bourgeois de gauche intellectuels, on vous connaît par cœur, on sait très bien qu'à la fin vous allez quand même vous faire avoir, c'est bon. C'est de la folie pure de nous casser autant les couilles. Hein. Jean-Luc Mélenchon, c'est un leader charismatique à l'AFI, il n'est pas élu. La ligne, c'est celle de Mélenchon. Il n'y a pas de courant interne à LFI. Vous disiez même à Mediapart en 2022, la France insoumise, tu l'aimes ou tu la quittes, mais tu ne la changes pas. Il y a un petit groupe de personnes autour de lui qui concentrent le pouvoir, des purges dont il a été beaucoup question au moment justement des législatives de 2024 avec tous les Ruffin, Autain, Davy, Corbière. Et une d'entre elles, purgée, la députée Raquel Garrido de Seine-Saint-Denis, dit d'ailleurs personne ne croit que Mélenchon sera plus démocratique que Macron. Alors elle a été purgée de LFI, donc elle a des griefs à son encontre. Quand même, la question qui se pose, c'est la pratique du pouvoir. Oui, merci de souligner que c'est une semarde. Oui, pourquoi il cite Ruffin dans les purgés? Ruffin, déjà, il s'est purgé lui-même, il s'est barré tout seul. Autain aussi. Autain, il a pas été purgé. Genre, tu sais, t'as des trucs, genre, il y a eu juste 2 personnes qui ont sauté et c'est tout. Hein. Je croyais qu'il y avait des lignes, notamment la ligne Obono. Bah écoute, parfois il y a des lignes, parfois il n'y a pas des lignes. En fait, il y a des lignes que quand la ligne qu'on n'aime pas a l'air de l'emporter. Et sinon, il n'y a pas de ligne quand on estime que la ligne qu'on n'aime pas, elle l'a emporté. Voilà, globalement, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'il n'y a plus de ligne à la France Insoumise depuis que Mélenchon parle d'islamophobie. Avant, il y avait la ligne Obono, la ligne Kuzmanovic, etc. Maintenant, c'est marrant, il n'y a plus de ligne. C'est bizarre, ça. C'est marrant. Je pense que les électeurs ne déterminent pas leur vote en fonction de savoir si l'organisation elle fonctionne de manière démocratique ou pas. Et je pense De toute façon, il y a des problèmes dans toutes les organisations. Ça fonctionne à la place publique, au PS. Merci de rappeler que oui, aucune organisation politique n'est démocratique et que même si on nous fait croire qu'il y a la démocratie interne au PS, PTDR, à chaque fois ça ressort avec ouin, tel il a triché, non, lui aussi il a bourré les urnes, ouin. Genre bon, allez, arrêtez de nous casser les couilles avec ça. AELV, c'est pas mieux. Bref. Et oui, à la place publique, alors n'en parlons pas. Si Mélenchon demain, par hypothèse, devait accéder à l'Élysée et s'il devait gouverner la France comme il gouverne la France insoumise, on aurait, je pense, effectivement un peu de soucis à se faire. Sauf que j'espère qu'il va en parler vu qu'il a écrit littéralement un bouquin sur la France insoumise. Mais c'est aussi que la France insoumise s'analyse comme un parti et met une différence entre un mouvement politique, un parti politique, et la conception de comment peut et doit fonctionner un mouvement politique qui appartient à tous les débats de la gauche sur le centralisme démocratique, le machin, le truc. Il y a eu toujours des débats à gauche sur comment tu structures un parti politique qui est distinct d'un État. Et qu'un parti et un État, ce n'est pas pareil. Et par définition, tu ne peux pas diriger la France comme tu diriges la France insoumise, parce qu'en France, il y a des institutions obligatoires et une constitution obligatoire. Mélenchon, il n'a jamais dit je construis une ZAD avec des moyens en cohérence avec la fin que je veux mettre en place. Il n'a pas dit que la France insoumise était quelque chose de préfiguratif de la société qu'il veut construire. Il a dit je fais une machine de guerre électorale efficace mais pas démocratique. Oui, merci, oui. Putain. Bon, ça va. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Vraiment, encore une fois, il a écrit un bouquin sur la France insoumise, donc après bon, tous les bouquins sur la France insoumise ne sont pas bons à lire. Et bon, lui, il a l'air pas dégueu. Mais oui, il n'a jamais prétendu que la France insoumise était à petite échelle ce qu'il voulait faire de la France. Quand j'en ai parlé avec Manuel Bompard, je le rapporte dans mon livre, il assume que dans la tension entre efficacité et démocratie, il passe par-dessus bord la démocratie pour l'efficacité. Après, dernier point peut-être pour mettre un petit peu dans mon vin, c'est que quand on regarde le programme, parce qu'il y a une personne effectivement, mais derrière qui porte un programme. Et ce programme, il est soumis avant les élections à tout un tas de syndicats, d'associations professionnelles, etc., de journalistes, de juristes, d'avocats, de ce que vous voulez. Et en général, le programme de la France insoumise, on a pu le constater en 2022 et en 2017, il était classé en fait devant tous les autres sur ces questions précisément de respect de l'indépendance de la justice, de l'indépendance de la presse, de financement des médias publics. Donc c'est là qu'il y a une tension en fait entre la pratique du pouvoir du personnage et les idées, je sais pas, mais en tout cas le programme qu'il porte. Putain, heureusement qu'il est sur le plateau. Bon, franchement, ça va, le plat. Bah, oui. franchement, moi, je trouve que ça fait un peu dire que le plateau, il est plutôt OK. Non, le plateau, il est OK. Hein. C'est juste le Rémi Lefebvre qui est complètement anti-Mélenchon et qui est aveuglé par son anti-mélenchonisme. Mais Cervera Marzal, non, il est plutôt bien. Hein. Oui. Moi, pour travailler beaucoup sur la France insoumise depuis quelques années, je trouve que l'idée qu'il exerce les plus hautes responsabilités m'inquiète un peu.
pour travailler beaucoup sur la France Insoumise et pour beaucoup scroller des trucs anti-Mélenchon sur les réseaux sociaux. Dans la mesure où, effectivement, il a un rapport à la démocratie qui est un peu problématique. Et donc, par exemple, le fait qu'il envisage, parce que le programme de l'AFI, c'est la 6ème République. Ça veut dire que s'il est élu, il va se destituer lui-même. Non mais attends, mais le mec, il fait crari, il travaille beaucoup sur la France Insoumise et il est infoutu de lire le livret qui détaille comment la constituante va être mise en place en parallèle du fonctionnement normal des institutions de la 5e. Genre c'est pas « Oh là là, il va être élu et après il va mettre du coup il va se destituer lui-même. Oh c'est un petit peu débile. » Bah non, il va y avoir des règles sur combien de temps il reste, combien de temps on laisse les institutions de la 5e, le temps que la constituante va se mettre... Genre, il y a un putain de livre... Genre, lis un petit peu les trucs dont tu parles en fait. Genre, lis ce que les insoumis prétendent vouloir faire au moins. Genre au lieu de faire Nostradamus et d'essayer de lire dans la tête de Mélenchon. Genre, Il veut utiliser l'élection présidentielle pour faire exploser le système. Moi, l'hypothèse, par exemple, qui remet en cause son pouvoir une fois élu, j'y crois pas trop. Enfin, franchement, j'y crois pas trop. Et donc, voilà, je suis un peu... Alors, lui, ils disent en interne qu'en fait, en gros, c'est pas parce que un parti n'a pas besoin d'être démocratique pour prendre un pouvoir et exercer démocratiquement le pouvoir. Bah parce que désolé, mais si tu veux partir là-dedans, dans ce cas, le PS a truqué les élections quand le PS était au pouvoir. Vu que si le fonctionnement interne d'un parti est déterminant sur la façon dont ce parti va gouverner, ça veut dire que Hollande a truqué les élections, je sais pas, législatives et municipales. Vu que c'est monnaie courante au Parti Socialiste et que tu truques toutes les élections. Donc Hollande s'est entendu en amont avec l'UMP pour décider qui allait gagner où, du coup. Vu que c'est comme ça qu'ils font déjà en interne au PS. Genre c'est absurde. Genre par exemple, ok très bien, dans ce cas ça veut dire que à l'UMP, ils ont suspendu toutes les élections. Vu qu'à l'UMP, globalement, t'as une seule élection, c'est pour savoir qui est le chef. Il n'y a jamais eu de démocratie interne à l'UMP, tu vois. Genre, il y a toujours eu une logique assez césariste, etc. Donc, ça veut dire que l'UMP a suspendu les élections pendant que, je sais pas, Sarkozy était président. Va au bout de ta logique, mais dans ce cas, applique-la à tout le monde. On se rappelle de son attitude au moment des perquisitions à la France Insoumise en 2018, quand il avait dit « La République, c'est moi ». Rappelle, quand il a dit « La République, c'est moi », c'est quand même pas très démocratique de dire « La République, c'est moi ». Vas-y, j'en peux plus de Mediapart. J'en ai marre. Récemment, après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics en première instance, assorti d'une peine d'inéligibilité, il a pris une position diamétralement opposée au reste des gauches et il a tweeté « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». Bah c'est démocratique, du coup. De dire que c'est dans les mains du peuple que ça doit revenir, la décision, et pas dans les mains de juges. Je comprends pas. En fait, c'est juste, Mélenchon n'a pas été d'accord avec le consensus que nous on avait. T'es en mode, bah oui, mais tu n'es pas l'alpha et l'oméga de ce que c'est avoir des débats à gauche. Il peut y avoir des débats juridiques, politiques, sur quelle est l'extension du pouvoir judiciaire envers des élus, notamment pour protéger d'une possible instrumentalisation contre des opposants politiques. Je sais pas, demain si on est sous le fascisme et que il y a une corruption qui est mise en place de toute la branche judiciaire avec une inféodation totale de la branche judiciaire au pouvoir, comme peut le permettre la 5ème République assez facilement, en vrai de vrai, on va pas se mentir, bah vous allez dire béni oui oui à tout ce que font les juges inféodés au pouvoir fasciste. Vous allez commencer à vous dire ah peut-être qu'il y a un problème. Genre quand ils auront viré tous les juges qui sont affiliés au syndicat de la magistrature et qu'ils auront mis que des juges qui sont d'accord avec eux, qu'est-ce que vous allez dire du coup à ce moment-là? On rappelle qu'il y a 2 minutes il disait que JLM voulait pas le pouvoir et là en fait il veut trop le pouvoir, il lui... Oui en plus oui, rappelle tout à l'heure il disait Mélenchon ne veut pas le pouvoir et là ils disent il voudra trop le garder. Décidez-vous. Oui merci, décidez-vous. Tout ça c'est vrai, mais moi en tant que sociologue je me sens obligé de rajouter que la plupart des enquêtes que mes collègues mènent sur, puisqu'on a parlé de la presse et de la justice, enfin sur ces deux institutions, il faudrait pas non plus idéaliser ces institutions quoi. Oui merci putain. Le sociologue qui dit bah genre il a gueulé sur des flics mais on n'est plus à CAB. Ah oui la justice mais c'est une institution qui a ses propres biais. En tant que sociologue je suis obligé de dire que les institutions ne sont pas parfaites et qu'il faut les critiquer. Merci, oui merci putain. Une justice patriarcale. Oui mais quel est le problème, quel est le rapport Le rapport c'est que son rapport à lui Jean-Luc Mélenchon compliqué aux institutions, et je cautionne pas l'ensemble de ce que vous venez de dire, mais devrait pas non plus nous empêcher quand on est au nom de la critique de ce rapport houleux de Jean-Luc Mélenchon aux institutions, j'ai l'impression que parfois on oublie que ces institutions elles sont pas parfaites, voire même qu'elles sont structurellement patriarcales et raciales pour la justice et pour la presse en gros, qu'elle appartient pour une grande partie à des milliardaires. Oui, merci, oui, il faut pouvoir critiquer. T'es obligé de rappeler de ça sur un plateau avec que des gens soi-disant de gauche. Oui, un plateau de gauche, t'es obligé de rappeler que la police et la justice sont patriarcales, classistes, racistes, etc. Et que du coup, il faut quand même avoir une méfiance envers ces institutions du pouvoir. Ce mec ne sera plus jamais réinvité. Non, mais ça va, il se cache derrière son truc de sociologue, donc ça va, il aura le droit de le dire. Si jamais Mélenchon était élu à président de la République, la LFI n'aurait absolument pas la majorité parlementaire. Donc il y a un élément... Genre lui, il dit, si
s'il arrive au second tour, il gagnera pas le second tour. Et s'il gagne le second tour, il n'aura pas la majorité. T'es en mode, mais t'es Nostradamus ou si jamais. Ça sert à quoi du coup de militer du coup? Ah mais ça c'est le truc éternel. Lui c'est vraiment, il est en mode ça ne sert à rien de militer. Mais faites quand même la primaire de la gauche. Mais la gauche va quand même perdre. T'es en mode va te faire foutre. Non, qui jouerait Ils ne seront pas tous seuls. contre-pouvoir. Et donc d'ailleurs au passage, j'aimerais bien que LFI nous explique avec qui ils vont gouverner une fois arrivés au pouvoir. Mais il y a une campagne, ça s'appelle la campagne des législatives. Ce sera peut-être une campagne difficile, peut-être que mais ce sera une campagne. Et t'inquiète pas qu'une fois Mélenchon élu président, le reste de la gauche, ils vont bien faire les chiens pour sucer et pour avoir leur petite poste de député, ne t'inquiète même pas. C'est de fou. Il est complètement fou ce mec. Mais Imo, il le sait très bien, c'est toujours comme ça. Bah bien sûr. Les mouches vont changer d'âne, comme il dit l'autre. Tu deviennent soudain tes amis, quoi. Bah oui. Oui, et le PS, il va gouverner avec qui, du coup? Le candidat issu de la primaire de la gauche, il va gouverner avec qui? Du coup, de fait, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas effectivement tous les pouvoirs, ce qui peut être du coup un élément de nature à rassurer effectivement les gens qui pensent que Mélenchon pourrait être un despote. Non mais il s'est auto-baisé, parce qu'il a dit non mais vous inquiétez pas, il n'aura pas tout le pouvoir, donc en vrai ça va, il sera pas si antidémocratique. Bah c'est bon, ok. Bah très bien, basé, Mélenchon élu, la France ira très bien. Allez, hop, next. Dernière chose internationale, on se rappelle en 2022, la campagne présidentielle, elle avait été extrêmement marquée par les questions internationales, avec la guerre russe, l'invasion russe en Ukraine. Alors là encore, on va pas tout rappeler, mais alors on peut dire que dans un monde très chaotique, bon, son rejet de l'impérialisme historique américain, son rejet historique de l'impérialisme historique aussi américain est dans l'air du temps, ça c'est clair, mais il veut aussi quitter l'OTAN. On lui reproche parfois de minimiser l'importance de certains impérialismes, comme la Russie. On se rappelle là récemment autour du Venezuela, où il y a eu vraiment, il a attaqué Sophie Binet, qui a parlé de tentatives de déstabilisation contre la CGT, et c'est pas des termes qu'elle a l'habitude de dire trop souvent. J'ai pas suivi ça. Tentative de déstabilisation contre la CGT. Bah, c'est pas leur méta anti-Mélenchon là? De ah là là, ils critiquent les syndicats, c'est pas ça juste? Ah peut-être. Ah peut-être en mode Sophie Binet a dit oui, basé de dégager Maduro, mais Trump c'est pas bien, et du coup il a dit ouais putain même la CGT ils disent de la merde là-dessus. Du coup il a dit c'est la déstabilisation de me critiquer. C'est ça qui s'est passé? J'imagine, ouais. Voilà c'est ça. Ok. Ah, ça leur a pas plu, hein. Ils ont tellement pas l'habitude de se faire remettre en question, ça me fascine, hein. Ah ouais, attends la CGT. Pour vous, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un handicap pour vous? Bah, très clairement, je pense que concrètement, la géopolitique a pris une place hyper importante. Il est fort probable que... La géopolitique, je déteste ce mot de géopolitique. C'est les relations internationales, c'est pas la géopolitique. La géopolitique, c'est historiquement une discipline qui est inféodée complètement au pouvoir, qui est la discipline de la géographie et des grandes puissances, alors que les relations internationales, au moins il y a plus de diversité. Tu peux parler de sociologie des relations internationales et tu peux avoir une étude beaucoup plus fine de ce qui se passe que la géopolitique. Bref, ça m'énerve, j'aime pas la géopolitique. Oh, ça t'a beaucoup énervé par contre, hein. J'aime pas, ça m'énerve depuis qu'ils ont foutu la géopolitique au lycée. Maintenant, tout le monde dit géopolitique, alors que genre je suis désolé, genre ce n'est pas... La géopolitique, c'est une discipline qui est très très critiquée et on ne peut pas juste dire ça m'énerve qu'ils se sauf pour eux comme ça de la géopolitique. Mais quand les gens ils disent géopolitique, tout le monde comprend de quoi on parle. Oui, mais ça normalise une façon de voir les relations internationales qui manque de dynamique, qui ancre les relations internationales dans des affaires géographiques essentialistes, etc. Si tu le dis, je te crois. Et qui est une question de grande puissance. Bref. Non, mais en vrai, on s'en bat les couilles. C'est OSEF, c'est une guéguerre entre Sciences Po et la Sorbonne encore. T'inquiète. Ah ouais, d'accord. Ah oui, en plus, c'est juste un shade de Sciences Po pas clair, quoi. Ça va plomber la campagne de Mélenchon parce que les médias vont rappeler ses propos sur l'Ukraine, sur le fait qu'il ait demandé, exiger des élections en Ukraine en disant que Zelensky n'était pas légitime. Concrètement, c'est pas de nature à rassurer les électeurs au deuxième tour. Mais quels électeurs? T'inquiète que les prolos qui arrivent pas à joindre les deux bouts parce que le prix de l'électricité et l'inflation et que le kilo de viande est à 150 €, ils s'en battent les couilles de ce qu'il a dit sur Zelensky et sur l'OTAN. Genre vraiment, les gens qui priorisent les relations internationales dans leur choix électoral, ça me dit tout de leur classe sociale et de leurs priorités politiques. Pour moi, les enjeux géopolitiques, ils vont pas dans le sens n'accréditent pas l'hypothèse Mélenchon victorieux au deuxième tour. Les enjeux géopolitiques n'accréditent pas la thèse de Mélenchon qui gagne. Les enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques, c'est genre, c'est automatique, c'est un truc. Parce que la géopolitique, Mélenchon pas élu. Tu peux avoir une analyse plus fine, monsieur le politiste, ou on va rien avoir de plus que ça? Pour finir peut-être, puisque vous aviez mentionné l'entretien d'une demi-heure avec le ministre des Affaires étrangères qui a eu lieu il y a 2 jours chez vos confrères de France 2, je trouvais ce moment particulièrement intéressant et peut-être annonciateur aussi de ce qui va se passer pendant la prochaine année. Parce que c'est vrai qu'avant 2022, le grand sujet c'était l'Ukraine, et là ça clivait énormément.
rassemblement entre Jadot et Mélenchon, pour le dire simplement. Mais là, face à la menace qui est aujourd'hui la principale menace, en fait, elle vient des États-Unis, elle vient de nos alliés historiques. C'est vrai aussi, c'est que là, bon, 2022, c'était l'Ukraine, il était pas ouf là-dessus, mais par contre, là, sur les États-Unis et la Chine, ah bah, ça va pas être le même Mélenchon, hein. Ça va être infiniment plus basé là-dessus. Genre là, pour le coup, son anti-américanisme primaire va plus l'aider qu'autre chose, hein. C'est possible aussi, si Trump continue dans la lignée qui est la sienne, que finalement... Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est conscient qu'il faut qu'il police, policer son image. J'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, ça dépend, il y a des signaux contradictoires. Mais parfois, je me demande si c'est pas un peu aussi le chemin qu'il est en train. Et encore une fois, tu regardes comment il est face à Barrault, il est policé. Tu regardes comment il est sur Twitter, il dit You, Mr. Trump, do not touch at le Canada, because we will go with the sticks and stones, and with des bâtons. On va se battre. We're gonna battre, nous. C'est vrai que c'est le fou du but quand même. Et Macron se freine. Et pareil, en meeting, il est en mode les Yankees dehors. Genre, il ne parle pas de la même façon en fonction des endroits où il est, parce qu'il y a des différents contextes d'énonciation. Oui. Il va pas parler pareil à un sommet international de chefs d'État qu'il va parler comme il est aujourd'hui en campagne dans des meetings. C'est le principe. Il n'a pas le même langage. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Enfin voilà, comme ça on a fini un petit peu le débat. Et vraiment, voilà, genre, encore une fois, en vrai, le plateau est pas si mal. Parce qu'en vrai, la présence de Cervera Marzal, ça a permis aussi de donner des arguments pro-LFI, ce qui est assez rare sur Mediapart. On va se mentir. Mais c'est vraiment, Oui, tu vois. franchement, ça va. Ouais, mais tu vois qu'ils ont vraiment invité le fou du bus pro-primaire de la qui a même pas défendu la primaire de la gauche en plus de tout le plateau. Parce qu'il était trop occupé à dire la gauche peut pas gagner, c'est foutu, c'est fini, on rentre chez nous. Genre, c'est fascinant. Mais ouais. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.